Alors, 2, 3. Coming. Petit à petit, il est 28. On commencera à 30. Il y a déjà 6, 7, 8 personnes. Il y a un chat sur le côté, donc vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Normalement, on devrait vous voir dans le chat. J'espère. Je vais essayer. Et ça. Voyons ce que ça donne. Et ça. Ça n'a rien donné. Home. Chat. Là-dessus, clique là-dessus. Ah, il est là le chat. Ok. Ok, il est là. On voit bien, bonjour, on voit bien le son. Et ok. Bon, bah c'est parfait. On n'était donc pas sur le bon chat. Bon, je vais réduire ce truc-là. Hop voilà, là. c'est parfait. Il est 29. Il y a déjà pas mal de monde. On va laisser. Parce que vous entendez. Alors malheureusement, on a la tondeuse qui a démarré à côté. Il y a 20 secondes. Voilà, sinon il y a les oiseaux, c'est plus sympa, mais la tondeuse, ça l'est un peu moins. On a de la chance, on peut le faire dehors cette fois. Ça arrive petit à petit. 17. Ok, il y a pas mal d'inscrits, donc on va laisser, peut-être pas le quart d'heure, un quart d'heure américain. Au moins les 5 minutes. Les 5 minutes, on va dire. Voilà, donc là, si vous ne nous entendez pas, vous devez entendre les oiseaux, par contre. On entend très bien, dont les oiseaux, j'imagine. Ok. Ok, donc ça, c'est des tweets qui arrivent. Bon. Alors, on ne tardera pas non plus. Merci. J'espère. Le chat s'est installé sur les prises. J'espère juste que le chat ne va pas faire tout disjoncter. Mais bon. Ok, ça, c'est les joies des vidéos à partir de la maison et non pas du bureau. Alors, on vous le montrerait bien, mais on a mis un moment à fixer la caméra, donc on va pas vous le montrer. Non, mais le chat va venir lui-même. Alors, il y a des noms que je connais là. Il y a Théo, Alexandre Perchat qui dit sauf erreur qui sont d'Annecy. Andrea, voilà, Alexandre, plein de noms connus. Bon, on va commencer. Il est 31, bientôt 32. Les gens rejoindront petit à petit. C'est surprenant parce qu'il y a à peu près 5 fois plus d'inscrits que de personnes qui sont là pour le moment. Mais ça va venir. Donc logiquement, ça devrait venir petit à petit. Alors, on va laisser encore un petit peu, peut-être 1 ou 2 minutes. Voilà. Donc là, vous êtes sur notre terrasse en Floride et nous, il est 12h30. Ok. Bon, allez, on va commencer. Alors, donc, écoutez, merci d'être là. Déjà assez nombreux, j'espère, de plus en plus nombreux. On passera de la caméra au slide. Hello de Bretagne. On passera de la caméra au slide au fur et à mesure. On répondra peut-être à des questions en cours, mais sinon plutôt vers la fin. Étant entendu que l'idée, cette fois, c'est quand même effectivement de répondre à un maximum de questions. Alors, je vais commencer à partager des slides. Donc là, normalement, je pense que vous avez... Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est quand je partage les slides, je ne vois plus le chat. Et je ne pense pas que j'ai de possibilité pour le voir. Bon, c'est pas grave, on reverra. Je reviendrai ponctuellement sur la caméra pour voir le chat. Et puis de toute façon, je reprendrai tout à la fin pour répondre à toutes vos questions. Vous avez une question qui vous vient à l'esprit, vous la notez. Comme ça, à la fin, je reviendrai, je reprendrai tout. Donc, comme je disais, merci à tous d'être là. Alors, l'introduction, ça va être... Alors, voilà. Zut, ça commence. T'as été trop vite. J'ai été trop vite. Alors, quelques mots d'introduction, juste pour dire que voilà, ce webinaire, il sera beaucoup plus personnel que les autres, c'est-à-dire qu'on va pas mal parler de notre expérience. L'oiseau est vraiment très présent. On va parler de notre expérience pas mal sur ces 10 années. Ça fera 10 ans
dans Le 6 juin. le 6 juin. Donc voilà, ça fera 10 ans dans une grosse quinzaine de jours qu'on vit aux États-Unis. On m'a partagé il y a quelque temps 1 ou 2 articles sur LinkedIn où on expliquait entre autres nos 15 premiers jours ici. Si vous ne l'avez pas encore lu, de toute façon j'enverrai un email à tout le monde après le webinaire. Je remettrai un lien vers cet article parce que nos 15 premiers jours avaient quand même été folkloriques. Donc c'est… Oh, pour toi, moi, j'ai pas changé de sortie de la chambre d'hôtel. Voilà, donc parce que Daphné a été très très malade pendant les 15 premiers jours, donc ça avait été folklorique. On fait régulièrement d'autres webinaires qui sont beaucoup plus techniques que celui-ci, plus techniques dans le sens où on rentre vraiment dans le détail des visas, dans des détails juridiques, des détails comptables. C'est pas le but aujourd'hui, hein. On va parler de plein de choses, mais on rentrera beaucoup moins dans le détail, mais bien sûr, comme on répondra aux questions, on sera peut-être amené à détailler plus par rapport à vos questions. Combien de temps ça devrait durer? Je pense que ça va durer une quarantaine de minutes, cette partie-là, comme le webinaire sur l'immobilier qu'on a fait il y a une dizaine de jours, qui avait duré une quarantaine de minutes. Par contre, il y a eu quasiment 1 heure de questions derrière. C'est beaucoup plus court que nos… Je vais aller sur le chat. c'est beaucoup plus je vais y arriver. C'est beaucoup plus court que nos conférences, ceux qui ont assisté à nos conférences en France. La conférence est censée durer 2h30, souvent c'est 3h30. Mais là, on rentre vraiment dans les détails pointus. Non, là, c'est beaucoup plus court, hein. Écoutez, je vais déjà laisser la parole à Daphné qui va se présenter. Bonjour, je suis Daphné, je suis entrepreneur maintenant depuis 13 ans. J'avais commencé par ouvrir une boutique de déco en Guadeloupe. On vous expliquera plus précisément comment ça s'est passé. Et puis après, en fait, on a utilisé cette expérience de boutique de déco pour ouvrir plus ou moins la même chose en Floride. Donc, ça a été My French Neighbor. Et ensuite, j'ai continué avec cette boutique de déco, mais essentiellement online. Et petit à petit, je me suis intégrée dans l'activité de Sylvain et je suis agent immobilier aujourd'hui. Et j'accompagne alors et les personnes qui arrivent pour des projets professionnels et les investisseurs immobiliers. Je les accompagne ici quand ils arrivent et dans leurs projets. Voilà pour ma présentation. Voilà, donc moi, c'est Sylvain. J'ai travaillé à peu près 20 ans dans la banque en France, principalement dans le groupe Crédit Mutuel CIC, dans lequel j'étais en relation avec les entreprises, principalement du crédit aux entreprises pendant 20 ans, pour schématiser. Donc en 2007, nous sommes partis en Guadeloupe. En 2010, nous sommes arrivés aux États-Unis. J'ai accompagné d'abord Daphné dans la partie, effectivement, My French Neighbor, donc la partie boutique, import-export de produits européens et mise en place des boutiques en ligne. J'ai assez rapidement, et j'expliquerai comment, assez rapidement, je me suis retrouvé dans mes premières, compétences, à savoir effectivement le conseil aux entreprises. Et je me suis assez rapidement trouvé à conseiller des entreprises qui venaient s'installer ici. Puis j'ai passé mes licences de broker, mais on va en parler plus précisément dans un point. Aujourd'hui, j'anime principalement Objectif USA et en partie Objectif USA Immobilier, qui est la partie immobilier. Alors, le sommaire de cette réunion, on va faire court, hein, on ne va pas vous raconter notre histoire depuis notre naissance, hein, rassurez-vous. Je ne pense pas que ça soit très intéressant pour vous. Non, on va quand même raconter dans quel contexte on est arrivé. On parlera en matière d'immigration parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ça vient de me dire que la connexion Internet est instable. J'espère que ça ne va pas durer. Donc, immigration et visa.
Ensuite, on parlera de la vie aux USA 10 ans après avec ce que certains connaissent peut-être, on appelle une matrice SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, force, faiblesse, opportunité, risque, les forces de la vie aux USA, les faiblesses, quelles opportunités, quels risques. On fera une conclusion par rapport à tout ça et bien entendu, on répondra à vos questions. Encore une fois, je pense une quarantaine de minutes par rapport à ce Alors, comment est-ce qu'on est arrivé aux États-Unis? Eh ben, je vais laisser la parole à Daphné pour commencer. Alors, on avait toujours eu dans le projet de bouger, de voyager. Sylvain travaillait pour un groupe bancaire qui était le Crédit Mutuel et le Crédit Mutuel a proposé une mutation en Guadeloupe. Donc, on est parti en Guadeloupe pour une mission de 3 ans. Et à l'issue de cette mission de 3 ans, on avait la sensation d'avoir commencé une aventure et revenir bien gentiment en France, c'était arrêter l'aventure. La Guadeloupe étant petit, on est parti quand même beaucoup en vacances autour, dans les Caraïbes, mais aussi en Floride parce qu'il y avait l'avantage pas de décalage horaire, pas de changement de température. Donc, pour, entre guillemets, certaines petites vacances, on allait faire un saut en Guadeloupe. Et, on allait faire un saut en Floride et petit à petit, en fait, la Floride est devenue intéressante. C'était l'époque aussi de la crise immobilière, donc il y avait des opportunités à faire en immobilier. Et l'idée s'est faite petit à petit. Comme moi, j'étais pas vraiment mère au foyer et quand on est arrivé, j'avais repris une petite société de déco à la française. On a utilisé cette expérience-là pour demander un visa E1, qui est un visa en fait d'importateur, où on a l'obligation d'importer des produits essentiellement de notre pays d'origine. Donc en fait, on a utilisé ce visa-là. On est venu aux États-Unis avec le visa E1 et la société de décoration. Et on a choisi Orlando parce que ville middle gamme, avec un coût de la vie pas excessif, des très bonnes écoles et universités. Et on avait rencontré aussi des personnes avec qui on s'entendait bien. Donc, on est arrivé ici, on a créé My French Neighbor, pas sans peine. Et on a commencé à vivre ici. Là, je vais te laisser la parole. Voilà, je vais juste reprendre sur le premier point que j'ai dit, pas un rêve, une opportunité. Pourquoi j'ai mis ça? C'est simplement pour dire qu'un certain nombre des personnes avec qui on discute, qu'on rencontre lors de nos voyages en France, nos conférences en France, rêvent de vivre aux États-Unis. Nous, ce n'était pas particulièrement un rêve. C'est les choses qui se sont faites et qui nous ont amenés aux États-Unis. Mais à l'origine, ça ne faisait pas 10 ans qu'on rêvait de vivre aux États-Unis. On a découvert les États-Unis en novembre 2008. On était là le jour de l'élection de Barack Obama. On a quitté les États-Unis lors de notre premier voyage. On a mis les pieds pour la première fois aux États-Unis en octobre 2018. Nous avons pris l'avion le 2008. Nous avons pris l'avion le 4 novembre 2008 pour rentrer en Guadeloupe. Et le 4 novembre 2008, c'est le jour où Barack Obama a été élu. Et dès ce premier voyage, on a franchement accroché. On y arrivait en tant que touriste, avec en plus une petite mission d'étude du marché immobilier, parce que dans le cadre de ma profession bancaire, je faisais des crédits à des gens qui achetaient de l'immobilier aux États-Unis. Donc il y avait cette deuxième partie, mais on a vraiment accroché, on s'est fait des amis. On a rencontré une avocate en immigration qui est depuis notre avocate en immigration et qui est une amie depuis plus de 10 ans, qui est Maude. Qu'on salue, je ne sais pas si elle regarde aujourd'hui, mais on fait souvent les webinaires ensemble et les conférences d'ailleurs en France ensemble. Donc voilà. Alors Daphné l'a dit, on a créé My French Neighbor. My French Neighbor, ça sera un bon exemple, j'allais dire, pour dire que l'immigration aux États-Unis, c'est pas un long fleuve tranquille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui s'est passé comme on l'avait prévu. On avait prévu une activité principalement boutique
Et on avait prévu dès le départ, étant un petit peu geek sur les côtés, on avait prévu dès le départ une activité online, à savoir la création de boutiques en ligne, etc. etc. Le business plan prévoyait 70% en boutique, 30% en ligne. Dès la première année, ça a été 70% en ligne, 30% en boutique. La deuxième année, c'était 95% en ligne. Pourquoi? D'abord parce que l'online, forcément, c'est l'avenir. Le retail, donc les boutiques de détail aux États-Unis, ce n'est pas obligatoirement l'avenir actuellement. Encore malheureusement pire avec le contexte. Mais en plus, dans les péripéties, nous sommes arrivés dans un quartier, dans une rue, l'intégralité du real estate commercial des boutiques, les murs des boutiques, l'intégralité des murs de la boutique appartenait à une seule et même compagnie, sauf que cette compagnie a déposé le bilan 15 jours après qu'on ait ouvert. Donc quand on a ouvert, on était 14 boutiques de détail dans cette rue. Il y avait tout, des chaussures, des magasins pour femmes, pour vêtements de femmes, magasins pour enfants. Il y avait une gigantesque boutique de déco moderne. Alors nous, on s'était mis à côté avec notre déco un peu authentique, ancienne, un peu etc. Vintage. Voilà. Tout ça, c'était l'emplacement idéal. Sauf que 2 ans et demi après, sur les 14 boutiques, il en restait 2 ouvertes. Et nous étions dans les 2 derniers. Donc, tout ça pour dire que y a des fois des surprises. Des éléments extérieurs. Voilà, il y a des éléments extérieurs. Alors, pour autant, My French Neighbor existe encore. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, marche plutôt pas mal actuellement, parce qu'on vend entre autres du savon. Et vu le contexte, le savon… du savon de Marseille. Du savon de Marseille. Donc, vu le contexte, le savon de Marseille, c'est plutôt pas mal. Donc voilà tous ces obstacles. Derrière, en parallèle, j'ai débuté l'activité de rédaction de business plan pour, entre autres, Maud dont j'ai parlé, donc rédiger des business plans pour ses clients qui demandaient des visas E2. Bon, E1, E2, c'est à peu près pareil. Donc, par rapport à ça, assez vite, je me suis retrouvé à écrire des business plans pour des gens qui avaient racheté des entreprises. Donc, assez vite, je me suis intéressé à les aider dans le rachat d'entreprises parce qu'il y avait un véritable problème. Je rencontrais des gens qui avaient racheté des entreprises que je n'aurais jamais validées. Donc, faire des business plans quand on ne croit pas au rachat d'entreprise, ce n'est pas évident, sauf que j'intervenais trop tard. Donc, assez vite, j'ai passé mes licences de business broker. J'ai créé Objectif USA, ça s'est appelé Sylvain Perret Consulting, ça s'est appelé Mon Oncle d'Amérique, puis c'est devenu Objectif USA en 2013. On a eu de plus en plus de demandes d'immobilier en parallèle avec ça. Il s'avérait que pour être business broker, il fallait la licence d'agent immobilier. Donc, on a commencé l'activité immobilier. J'ai assez vite passé la main sur l'immobilier à Daphné, pour la simple bonne raison que l'immobilier, à part la partie chiffres et la partie investissement immeuble, la déco… Oh, la jolie cuisine, c'est pas son truc. Voilà, c'est pas vraiment mon truc de vendre. Donc bon, moi, il n'y a pas de problème pour vous faire des plans de financement et calculer la rentabilité de l'investissement. Maintenant, s'il faut choisir les couleurs, bon, c'est pas ça. Donc voilà, donc on a créé Objectif USA Immobilier qui est vraiment en très très forte progression depuis 2018. Si je devais résumer les choses pour les gens qui nous ont rencontrés ou pour les gens qui nous rencontrent pour la première fois, on ne vend pas du rêve. Ce qu'on vend, c'est de l'expérience. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est facile, non, c'est faisable. Est-ce que c'est facile? Non. Il y a des grands moments de solitude. Maintenant, préparer comme il faut, en connaissant les risques et en les prévoyant dès le départ. Voilà, si on ne vient pas, le rêve humain, il est toujours possible à partir du moment où il est très, très préparé en amont. Actualité. Alors, au cas où vous ne sauriez pas, on est en pleine pandémie. Bon, alors, j'ai parlé de la Floride parce que c'est là où on est, nous. Aux États-Unis, en fait, rien n'a vraiment… En Floride. En Floride. Rien n'a vraiment fermé. La liste des magasins essentiels était quand même particulièrement longue. Mais bon, on a quand même eu une réouverture officielle il y a une semaine maintenant. Mais par contre, les cas sont toujours en progression, au moins sur la Floride.
Donc c'est vrai que c'est une période un petit peu bizarre. Les gens sont un petit peu en attente, savent pas trop sur quel pied danser. C'est vrai qu'économiquement, comme il n'y a pas les outils sociaux qu'on pourrait avoir en Europe, ils ont été obligés de réouvrir assez vite parce que ici, il n'y a pas de chômage ou très très peu. Donc, si pendant 15 jours, ils n'ont pas de paye, les gens, ils n'ont plus de sous pour payer leur loyer. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu particulier. Mais par contre, il y a eu quelques aides qui ont été mises en place. Et puis, de toute façon, maintenant, le futur, on verra comment ça va se développer. Alors, sur le pas vraiment fermé, il y a quelques business qui étaient complètement salon spa, tout ce qui va être toucher les clients de vraiment très très proche, eux ont été vraiment fermés. Ils ont réouvert lundi avec une autorisation de 25% de la capacité. Donc, moi, j'ai pas encore eu le temps d'aller chez le coiffeur. D'où l'utilisation. Moi non plus. Voilà, donc il y a quand même eu des choses fermées. Concernant les restaurants, ils ont été fermés, mais ce qu'on appelle le take-out, c'est-à-dire les gens qui viennent chercher dans le resto, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement, extrêmement développé. Même chose pour la livraison. Les restaurants font quasiment tous déjà de la livraison. Donc, ceux qui ne faisaient pas, s'y sont à faire du take-out. Alors, c'était du take-out curbside. Ça voulait dire que vous gariez sur le trottoir devant le resto et ils venaient vous amener la nourriture. Donc ça s'est fortement développé, ça l'était déjà pas mal. Et le travail à domicile, faut savoir que le travail à domicile, c'est déjà très développé aux États-Unis. Donc ça s'est encore plus développé. Mais on travaille déjà pas mal à domicile. Donc par rapport à ça, il y a eu un peu moins de... Il y a eu, à mon sens, moins d'impact que ce qu'on a pu voir, clairement, que ce qu'on a pu voir de France. Bon, faut pas se leurrer aussi. Ça a été un peu il y a eu un enjeu politique là-dedans. Donc, je rentrerai pas dans les détails là-dessus, mais il y a eu des batailles politiques au Congrès avec des arrière-pensées. Il faut pas oublier que dans 6 mois, on va être en élection. Alors, les aides, ça a été les PPP, les Paycheck Protection Program, les EIDL, qui étaient un prêt de 10 000, soi-disant immédiat, qui a mis quand même bien 8 semaines à arriver sur les comptes des clients. Il y a eu une majoration des aides chômage, de unemployment. Il faut savoir que le standard en Floride, c'est $250 par semaine. Alors vous allez dire, $250 par semaine, ça fait quand même $1 000 par mois. Oui, mais avec $1 000 par mois, ici, on ne fait rien. Le loyer d'un studio, c'est $1 000 par mois. Voilà, donc on ne fait rien avec $1 000 par mois. Le salaire moyen en Floride, c'est 48 000. Donc, c'est plutôt 4 000 par mois. Donc, 205. Alors, il y a eu des aides fédérales qui ont été rajoutées. J'ai lu à droite, à gauche qu'il y a des gens qui ne revenaient pas au boulot parce qu'ils gagnaient plus au chômage. Je pense que c'est là aussi une communication qui est quand même pas mal politisée, parce qu'il ne faut pas oublier que, OK, peut-être qu'ils touchent plus au chômage, sauf que tout ça, ça finit fin juillet. C'est pour ça que clairement, moi aujourd'hui, je vais dire, c'est septembre qui va être crucial. Septembre va être crucial pour plusieurs raisons. Y aura-t-il une deuxième vague ? Là, je ne suis pas médecin, alors là, vraiment, je ne me prononcerai pas, j'en ai strictement... En fait, la première vague, c'est pas encore arrêté. Donc. Alors donc, nous, déjà, on est encore dans la première vague, clairement, on est encore, et de très loin dans la première vague, les cas augmentent encore. Donc, nous, la première vague n'est pas finie. Donc, est-ce qu'il y aura une deuxième vague ? J'en ai strictement aucune idée, je ne suis pas médecin. Par contre, en septembre, on verra le chômage résiduel. Qu'est-ce que j'entends par chômage résiduel ? C'est que j'ai quand même tâté un peu le terrain auprès de nos clients quant à savoir ceux qui allaient, dès que l'activité reprenait, réembaucher tous ceux qu'ils avaient mis en chômage partiel, furlough, ça se dit, en chômage partiel. La plupart me disent non, on va en reprendre un ou deux, et puis on reprendra au fur et à mesure que l'activité reprendra, ce qui paraît assez logique. Donc en septembre, on verra déjà un peu quand même si de 2,3 qui était le taux de chômage à Orlando, en janvier-février, on était à 2,3. On va voir en septembre à combien on sera. Actuellement, on doit être à 14 ou 15. Tous les systèmes d'inscription ont sauté. Le système d'inscription au chômage en Floride, c'était prévu pour 250 inscriptions au jour. Dès le deuxième jour, on est monté à 25 000. Donc bon, clairement, c'est du jamais vu. Mais l'économie américaine, elle est en dents de scie beaucoup, beaucoup plus prononcée qu'en France. Ça descend plus bas, mais ça rebondit généralement beaucoup plus fort.
Donc, moi, personnellement, j'ai pas. Alors, oui, bien entendu qu'on va avoir une baisse d'activité et qu'on risque d'avoir une crise sévère. C'est possible. Est-ce que la crise sera plus ou moins forte aux États-Unis qu'en Europe? J'ai mon idée. Si on regarde l'histoire, en général, ça repart plus fort aux États-Unis. Il y a un certain nombre d'articles qui vont dans ce sens-là. Bon, le futur est incertain. Ce qu'on constate par contre très clairement, pour l'instant, j'ai eu l'occasion d'en parler dans le webinaire précédent sur l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas, je vais juste regarder, voilà, je coupe le share pendant 2 minutes, ok, on est pas mal de monde. Image figée, mais le son est bon, j'espère qu'on... Est-ce qu'on est toujours figé? Est-ce que vous pouvez me répondre sur le... Ça date de 12h50. On n'est plus figé a priori. Ok, bon. Ok, c'est super. Alors, on va revenir sur Share Screen. Bon, en même temps, image figée, ça allait, parce que c'était le PowerPoint. Alors, on va y arriver. Ok. Donc, pour l'instant, oui, on en a parlé pendant le webinaire sur l'immobilier qui a eu lieu il y a 10 jours. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact. Hein. En tout cas, pas sur les prix. Bon, il y a moins d'activité, c'est sûr, bah, forcément. Les banques, notamment au niveau américain, prêtent un petit peu plus difficilement. Mais prêtent toujours. Mais prêtent toujours. Après, bon, bah, c'est vrai que si vous avez un emploi stable, fonctionnaire ou dans une grosse boîte, ou si vous êtes serveur dans un restaurant, vous n'avez pas le même impact. Ça va être plus compliqué, ça c'est clair. Donc ça aura un impact. Est-ce que ça aura un impact sur les prix? On va voir. En tout cas, c'est clair que ce n'est pas le cas pour l'instant. On a listé une maison récemment et on a eu 15 visites en 10 jours. Et elle est partie à un prix qui semble être un prix de marché. En tout cas, pas 30% en dessous comme on aurait pu le craindre. Non. Donc, il y a toujours des acheteurs. Toujours des acheteurs. Alors, actualité, ça va être bon. Comment je change de page? Alors, c'est normalement... Voilà. Ah non. J'ai été trop vite. Voilà. Alors, actualité, donc on a parlé du Covid. Moi, je vais parler de l'immigration. Alors bon, l'immigration, c'est au centre de l'actualité. Pourquoi? Parce que très clairement, c'est un écran de fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on va être transparent, notre président actuel est en difficulté sur sa gestion du coronavirus. Il a été mis en difficulté un certain nombre de fois. Il allume des contre-feux. Et les contre-feux, c'est très clairement sur l'immigration. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, très récemment, on ne donne plus de carte verte pendant 60 jours. Mais ça a un impact néant, cette mesure. C'est juste purement électoral pour dire, voilà, je protège les emplois des Américains. Ce n'est pas de ne pas donner de carte verte pendant 60 jours qui va changer radicalement la donne. Hein. Mais voilà, pour dire que malheureusement, l'immigration se retrouve mêlée au cœur de tout ça. Alors, en ce qui concerne la grande majorité de nos clients, et donc de peut-être vous qui êtes en face aujourd'hui, ce qui en concerne la grande majorité, c'est le visa E2. Je vais juste redire quelques mots sur le visa E2. Ce n'est pas du tout le but de ce webinaire. Quelques mots sur le visa E2. Le visa E2, c'est un visa qui vous permet, si vous créez ou rachetez une entreprise aux États-Unis, de rester aux États-Unis, d'y travailler et d'y venir avec votre famille. Vos enfants ont le droit d'aller à l'école, votre conjoint a un permis de travail. L'investissement, il n'y a pas de minimum dans la loi. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'allais dire que sur les dossiers en dessous de 150 000, je serais extrêmement prudent parce que, j'en parlais un petit peu plus loin, ça a quand même changé en quelques années. Hein. Ça fait quand même depuis 2013 qu'on fait des conférences et qu'on communique sur le sujet du visa E2. Ça a énormément changé en 7 ans. Hein. Donc moi, aujourd'hui, honnêtement, en dessous de 150 000, ça me paraît délicat, un visa E2. Donc, s'il y a toujours sur le critère, j'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà, c'est fait. C'est pas fait. Voilà, je vais couper le son au moins. Voilà, ça c'est fait. S'il y a un mot à retenir, sur le visa E2, c'est quoi? C'est le mot marginal. Alors, que ce soit pour l'obtention ou pour le renouvellement, le business, il ne doit pas être marginal. Qu'est-ce que ça veut dire marginal? Ça veut dire que le but du business ne doit pas être de vous amener à vous et à votre famille seul pour vivre aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
dire qu'il faut que ça vous ramène plus que le minimum pour vivre. Si le business vous ramène juste de quoi survivre aux États-Unis, eh ben, c'est pas le but du visa. La deuxième chose, ça veut aussi dire que ça doit ramener plus que ça, c'est-à-dire ça doit avoir un impact sur l'économie américaine, ça doit avoir un impact sur l'emploi. Et là, très franchement, aujourd'hui, si vous rachetez un business, il faut qu'il y ait des employés. Si vous rachetez un business qui n'a pas d'employés et avec un business plan où vous dites j'embaucherai, c'est mal barré. Moi, c'est mon opinion. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, ça ne sera pas facile. Donc, très franchement, moi, aujourd'hui, je conseille de reprendre des business dans lesquels il y a des employés. Si vous devez créer un business dans un domaine où on sait qu'il y aura des employés. Typiquement, si vous créez une boulangerie, vous créez un restaurant, vous n'allez pas gérer votre restaurant ou votre boulangerie tout seul. Donc, on sait dans cette activité-là qu'il y aura des employés. Où ça va être beaucoup plus compliqué, c'est si vous êtes consultant en je ne sais pas quoi, en France depuis 10 ans, que vous n'avez jamais employé personne en France, et que vous arrivez aux États-Unis en disant je vais créer une boîte et dans 2 ans, il y aura 5 salariés, ça va être difficile d'être convaincant. Donc, le critère d'emploi, c'est quelque chose qui a été rajouté dans le texte de référence du visa. Je vous l'enverrai par lien. Mais on fait référence à un texte qui s'appelle Buy American, Hire American, BAHA. Buy American, Hire American. On fait référence à ce texte-là maintenant dans le texte officiel du visa. Ça veut dire que c'est une des priorités de l'officier que vous avez en face de vous. Sa priorité, c'est de s'assurer que le business aura un impact sur l'activité économique américaine, aura un impact sur l'emploi. Donc voilà vraiment le critère principal. Alors maintenant, actualité toujours, 2019, novembre 2019, alors août 2019, on annonce une réduction du visa E2 pour les Français à 15 mois. S'ensuit un certain nombre de péripéties, communication tant du côté français que du côté américain. Au final, c'est 25 mois. D'où vient le problème? J'ai mon opinion. Il ne faut bien pas oublier que ce texte est censé être un texte réciproque entre 2 pays, que les États-Unis ont considéré qu'il n'y avait pas la réciprocité. Personnellement, je ne peux pas vraiment leur donner tort. Donc, par rapport à ça, ça veut aussi dire que c'est possible que demain, ce soit quelque chose qui soit revu. Ce n'est pas une loi, c'est un traité bilatéral entre 2 pays. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être revu dans l'avenir. Clairement, il ne faut pas compter à ce que ça soit revu avant novembre. Maintenant, après, il y aura peut-être des choses à faire selon l'administration qui passera en novembre. Donc, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a encore 6 mois compliqués. On a 6 mois de campagne électorale. Risque d'être en surenchère. Ça va être en surenchère et taper sur les immigrés, c'est très clairement un grand classique des élections américaines. Alors, en plus qu'on a la crise du coronavirus qui va faire que le chômage va s'envoler, ça risque de pas être simple sur les 6 mois à venir sur ce critère-là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. S'il y a effectivement 15% de chômage, et alors maintenant, si en novembre, on a 15% de chômage aux États-Unis et que l'administration américaine actuelle se maintient, il faudra voir à ce moment-là, mais c'est vrai que malheureusement, ça ne simplifiera pas les choses, il faut en être conscient. J'ai fait un focus sur les visas E2 à Paris, à l'ambassade de Paris, sur les, en gros, 6 derniers mois. Je suis parti, un peu plus, 9 derniers mois. Je suis parti de septembre 2018 à... alors, on a les chiffres jusqu'en mars. Alors, il ne faut pas oublier qu'en mars, l'ambassade a dû être fermée le 15 mars. Donc forcément, ça n'a pas arrangé les choses. Maintenant, en septembre, alors, ça va que les péripéties ont commencé en août. Donc en août, on était encore en plein boom. Les dossiers qui ont été présentés en septembre, c'est des dossiers qui avaient été envoyés en juillet et en août. Donc ça, c'est les dossiers qui ont été traités en septembre. Donc il n'y a pas d'impact en septembre. Au contraire, septembre 2019 par rapport à septembre 2018, on était à plus 61%. Bon, sauf que août commencent les péripéties. Les péripéties où ils annoncent plus que 15 mois. Voilà, donc là, en octobre, on est déjà à moins 26%, donc 180 contre 243. En novembre, moins 35%, 93 contre 144. Décembre, moins 19%. Janvier, moins 59%. Il ne faut pas oublier qu'en novembre, la mesure a été annoncée, 25 mois. Donc là, très clairement, les dossiers de novembre et décembre, il y a plein de gens qui ont abandonné.
Donc, janvier, gros impact, moins 59%. On voit qu'en février, on a l'impression que ça revient. Février, moins 1%. Puis mars, moins 69%. Bon, c'est peut-être pas significatif. Alors, avril et mai, je pense que ça sera zéro, puisqu'en fait, l'ambassade a été fermée. Oui, il me semble que l'ambassade est fermée. Là, l'ambassade est fermée, donc elle a dû fermer le 15 mars. Donc avril et mai, ça sera zéro. Alors, la vie aux USA 10 ans après. Alors, donc on est arrivé effectivement en juin 2010 avec nos 3 enfants qui à l'époque avaient 4 ans et demi, 8 ans et 11 ans. Donc là, on va vous parler un petit peu de notre expérience, de comment ça s'est passé, l'intégration, la découverte. Et ce n'est pas une règle générale. Des gens, ça se passe très bien, d'autres, ça se passe moins bien. Mais ce n'est pas une règle générale, c'est juste effectivement partager notre expérience. On va effectivement parler, appuyer là où ça fait mal, mais aussi vous raconter des anecdotes plutôt sympas. Effectivement, comme écrit sur le PowerPoint, il ne faut pas venir avec une fausse idée idéaliste. C'est parce que vous avez adoré pendant votre semaine de vacances que tout va se passer de bien derrière. Ou venir pour des mauvaises raisons, type fuir des problèmes en France. Par contre, une chose est sûre, c'est que si c'était à refaire, on referait. L'expérience est vraiment sympa et excitante. On découvre plein de choses aujourd'hui encore. Donc voilà. Alors, donc, ce que j'ai dit au début, c'est sous la forme d'une matrice force, faiblesse, risque, opportunité. On va commencer par les forces. Donc, c'est orienté business quand même, business et famille. Donc, clairement, dans les forces des États-Unis et de la vie aux États-Unis, la vie en tant qu'entrepreneur aux États-Unis est quand même sympa, il faut être clair. C'est une société qui est orientée business. Donc, si vous avez un profil entrepreneur, si vous êtes volontaire, si vous êtes travailleur, je précise, je ne pense pas qu'un de mes clients m'ait dit un jour qu'il travaille moins aux États-Unis. Ah si, j'ai peut-être un cas en tête. Tiens, on oublie. Généralement, globalement, on travaille quand même beaucoup aux États-Unis. Il n'y a pas les multiples ponts aqueducs du mois de mai, viaducs plutôt d'ailleurs. Il n'y a pas que de l'eau qui circule, mais bon, il n'y a pas les viaducs du mois de mai, il n'y a pas les RTT, il n'y a pas les 5 semaines de congés payés. Maintenant, si vous êtes entrepreneur en France, vous savez ce que c'est. Donc, globalement… Dans l'anecdote orientée business, quand on est arrivé, on a dû remplir plein de documents, notamment créer la société, une licence de la société auprès de la City, de la ville d'Orlando. Et donc, on l'a fait online et tout. Et quelques heures après, on a un coup de fil. Oui, on ne comprend pas bien ce que vous avez rempli. Est-ce que vous pouvez passer au bureau ? Donc, nous, on commence à paniquer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie ? Et donc, on va au bureau de la City, dans la mairie de l'hôtel de ville de Orlando et tout. Et là, on tombe sur quelqu'un qui nous fait… Enfin, on commence à patienter 5 minutes. Et là, on a quelqu'un qui arrive, qui vient nous voir. Qui dit, je suis désolée, je sais que vous êtes entrepreneur, vous avez plein de choses à faire, mais j'ai besoin que vous remplissiez ça ensemble et tout. J'ai besoin que ce soit bien rempli et tout. On va travailler ensemble et je vous laisse travailler parce que vous avez plein de choses beaucoup plus importantes à faire. Et là, avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit, on ne doit pas être sur la même planète. Pour tous ceux qui ont rencontré l'URSSAF, le récit, etc. Là, d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Les 7 heures d'attente à l'URSSAF, vécu, 7 heures. 7 bon, heures d'attente. C'était en Guadeloupe. Hein. C'est l'URSSAF Guadeloupe, c'était compliqué, mais 7 heures d'attente quand même. Mais voilà, quoi, c'est effectivement où on a eu des gens qui, pendant qu'on faisait les travaux dans la boutique, venaient nous saluer et puis nous disaient, oh, c'est bien. Vous créez une société, vous créez des emplois. Ils venaient nous saluer, nous féliciter d'entreprendre. Ouais. Donc, quand on est français, c'est un peu curieux. Alors, toujours une société vraiment orientée business, la réussite est valorisée. Alors, là, clairement, je ne veux pas faire du France bashing, mais ça, c'est un des trucs qui me choque le plus quand même, où par moment, on dirait, c'est dur à dire, mais c'est une réalité. Il semblerait qu'en France, ça ne soit pas bien vu de gagner de l'argent. Ici, c'est bien vu. Ici, quand vous gagnez bien de l'argent, les gens viennent vous demander pour dire comment je peux faire pour gagner autant d'argent que toi. Les gens ne vous jettent pas des pierres.
Donc ça, c'est vraiment un des critères quand même. Il y a d'autres critères qui nous ont fait venir aux États-Unis, mais moi, c'était quand même un des critères que j'avais de plus en plus de mal à supporter en France. Dans les critères, dans les forces, le contact avec les Américains, par exemple le contact client, c'est simple. Les gens, ils sont simples. Ils n'aiment pas le conflit, ils n'aiment pas se prendre la tête. Donc globalement, assez souvent, c'est oui ou c'est non, mais c'est rapide. On ne va pas rajouter 15 étapes à 15 trucs. Là je vois le montage d'usine à gaz. J'ai un peu l'impression d'ailleurs que c'est un peu ces histoires d'attestation en France, ça me fait un peu penser à une usine à gaz. Ces histoires d'usine à gaz, de rajouter le formulaire numéro machin, etc., à un moment donné, non. Par contre, alors, quand on fait quelque chose d'interdit, on s'en passer. Hein. Ça, c'est autre chose. Je vais laisser Daphné parler du système scolaire. Alors, le système scolaire, donc on a pu tester un petit peu tout, puisque notre fils était encore en ce qu'on appelle daycare, donc c'est-à-dire parce que l'école publique ne commence qu'à partir de 5 ans. Donc, avant, les enfants vont être dans une crèche et notamment dans ce qu'on appelle, ce qui ressemblerait en France à une petite école. Donc, en fait, vous avez une classe pour les élèves qui vont avoir 3-4 ans où ils vont commencer l'équivalent de moyenne et grande section maternelle, apprendre l'alphabet, compter jusqu'à 20, etc. La socialisation. Donc là, on a commencé effectivement avec le daycare. Et puis, sinon, on avait une fille en école élémentaire, plus une fille qui était en middle school. Et puis là, aujourd'hui, on a 2 filles en université et un fils qui rentre en high school. Donc, on a pu tester tout le système. On va juste simplifier. Quand on visitait une des écoles avec mon mari, on discute avec un professeur et en fait, le professeur nous explique il est là pour trouver le talent de notre enfant. Si l'enfant est extraordinaire en musique, on va appuyer sur le talent musique. Le reste suivra parce qu'il aura besoin de travailler le reste pour avoir l'autorisation de faire des concours en musique, etc. Mais ça peut être la musique, ça peut être le sport. On voit assez bien le football américain et les scholarships aux États-Unis, mais un talent. Mais quel qu'il soit, il écrit bien, il va faire des concours de poèmes ou des concours de citations. Il a un bon sens du répondant, il va faire des concours de débat. Il a un bon sens de... j'ai fait musique, j'ai fait sport. Et en fait, il a un talent, votre enfant, on va appuyer dessus, on va le mettre en valeur et ça va aider l'enfant à se mettre en valeur. Le deuxième outil, enfin avantage aussi qu'on a trouvé dans le système scolaire ici, c'est ils vont construire énormément de la confiance en soi. C'est-à-dire que les enfants vont faire beaucoup d'exposés verbaux, ils vont être félicités, encouragés, etc. Ils ont une confiance en soi qui va être vraiment cultivée dès le plus jeune âge pour qu'ils soient vraiment à l'aise. Et c'est une chose qu'on a vraiment adoré ici. Voilà. Bon, je vais relativiser juste en disant, on est à Orlando. On est dans un bon quartier, le système des écoles, les écoles publiques sur Orlando, sur notre county est assez riche. Donc, c'est vrai qu'on a cet avantage-là. Après, vous allez dans d'autres États, vous allez dans d'autres counties, ça peut être un petit peu différent. Mais globalement, nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti pour nos enfants. On a très rarement eu des expériences négatives dans toute notre expérience. On a très rarement eu de retour négatif par rapport aux enfants. Globalement, ça se passe bien. C'est quand même une approche vraiment très très différente. Dans les forces, c'est un pays gigantesque. Donc, si jamais vous avez un business qui marche et que vous le mettez à la taille du pays, globalement, vous pouvez faire une réussite gigantesque. Il y a une seule langue, il y a une seule devise, il y a pas de frontières. Donc, si on compare ça à l'Europe, c'est beaucoup plus facile de développer un business aux États-Unis, un business qui aurait la capacité à être présent partout. C'est beaucoup plus facile aux États-Unis que ça ne l'est en Europe pour des questions de langue, etc. Concernant toujours le business dans les forces, les décisions sont très très rapides. Alors ceux qui sont dans le B2B,
business to business, j'allais dire voilà, les relations d'entreprise à entreprise, souvent ils sont surpris parce que quand ils vont proposer un produit en France, souvent il y a toutes des étapes de validation, etc. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite ici. Alors attention, ça va plus vite pour valider, mais ça va aussi plus vite pour annuler. Hein. Donc faut être consistant après dans ce qu'on délivre, mais globalement, ça va plus vite. L'autre élément qui est anecdotique, ici, les paiements sont préalables. Hein. Il n'y a pas de délai de paiement à 90 jours. Donc, le grand maximum, ça va être 30 jours. Mais ici, quand on paye on est payé avant de commencer. Toujours dans les plus, j'allais dire, il y a l'expérience en elle-même. Je suis plus sur la bonne page. Il y a l'expérience en elle-même qui est un. Bon, ce que j'ai à l'écran n'est pas la même chose que ce que j'ai imprimé, c'est pas grave. Donc, il y a l'expérience en elle-même qui est vraiment un gros plus et qui vous fait sortir de votre zone de confort. Voilà, dans les faiblesses très clairement identifiées. Bon, alors, le système de santé, ça, on ne va pas pouvoir le nier. D'ailleurs, on dit à tous nos clients quand ils arrivent de prendre immédiatement, dès que possible, une assurance santé. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, ça peut aller très très vite. On a un client qui est arrivé, 30 ans, aucun souci de santé, jeune, etc. Jamais de souci de santé de sa vie. Et en fait, entre le stress, la déshydratation et tout, il a eu des coliques néphrétiques. 36 heures d'hospitalisation, 17 000 $ de facture. Donc effectivement, il faut vraiment l'intégrer. Nous, soyons honnêtes, je rentre en France une fois par an, bon, pas cette année. Je rentre en France une fois par an, je fais faire mes ordonnances en France, parce que le même médicament acheté en France, sans acheté en France, sans sécurité sociale, ou acheté aux États-Unis avec une assurance, mais qui couvre pas forcément énormément, ça me coûte beaucoup moins cher en France. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui fonctionnent comme ça, et donc la santé, il faut vraiment le prendre en compte dès le départ et l'organiser quand on vient. Si vous avez des interventions prévues que vous avez laissées traîner depuis longtemps et que vous pensez venir aux États-Unis dans 2 ans, 3 ans, faites-les avant. Alors, on a fait faire avant de venir, on a fait faire des check-up à différents clients et tout. 2 fois, on a eu des ils ont eu des surprises et tout. Bon, d'un côté, c'était pas plus mal qu'ils les découvrent maintenant, mais c'était pas. Voilà. On a eu 2 cas, effectivement, assez délicats où le client leur dit allez faire un check-up complet, et derrière, il nous rappelle, heureusement qu'on l'a fait parce que, on ne rentrera pas dans le détail, mais enfin, c'était assez ennuyeux. Enfin, surtout pour voilà. Bon, dans les faiblesses très claires, la présence des armes. Moi, c'est un des éléments qui me gêne le plus. Je vais être totalement transparent. La présence des armes. Alors, souvent on me dit ouais, mais c'est pas si. Oui, alors il faut donner quand même un chiffre. Il y a, sauf l'année où il y a eu le shooting dans Paris, du Bataclan. Voilà. Sauf l'année du Bataclan, il y a entre 100 et 120 morts par arme à feu en France par an. Aux États-Unis, où il y a 5 fois plus d'habitants, il devrait y en avoir 600. Il y en a 10 000. Sur ces 10 000, il y en a vraiment très peu qui sont des morts par arme à feu de gens qui ont pu utiliser une arme pour se défendre. Il y a des accidents, il y a des suicides, il y a des attaques, des disputes qui dégénèrent, etc. Donc la présence des armes, pour moi, est un gros problème. Et les mass shootings dans les écoles, c'est un réel problème. Je ne vous cache pas que quand il y a eu le mass shooting à comment c'était Sandy Hook, on était en direct, on était au restaurant, ça passait sur les télés, il y a eu un silence, mais alors assourdissant dans le restaurant au fur et à mesure qu'on voyait les images. Et quand on allait chercher nos enfants le soir à l'école maternelle, notre fils qui avait à l'époque 6 ans, qui était en école maternelle, le même âge que les victimes, tous les parents étaient en pleurs. Donc ça pour dire que ça mal. Alors je dis pas le contraire, ça peut arriver en France. Simplement, malheureusement, ça arrive beaucoup. L'accès aux armes, pour moi, est un vrai problème. Donc ça clairement, je ne cache pas. Un autre problème qui nous choque, après 10 ans ici, c'est la gestion des déchets. Enfin, l'environnement. L'environnement. C'est clair que ce n'est pas la priorité des Américains. Mais alors, le jetable, c'est une horreur, quoi.
la quantité de jetables, la vaisselle jetable, enfin tout est jetable ici. Donc, il y a une production de poubelles, mais qui est impressionnant. qui est impressionnante. Et alors, là aussi, c'est pas comparable avec la France. Et je crois que j'avais lu que c'est 3 fois plus de déchets par personne, ou quelque chose. Mais je suis pas étonné parce qu'on fait 3 fois plus de poubelles. Et malgré qu'on essaye de faire des choses. Tout a des emballages, des suremballages. Donc ça c'est moi, c'est vraiment dans les choses qui nous gênent. Bon, parfois, l'ouverture d'esprit limitée, bon, alors ça peut être le cas aussi en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai que dans certains coins des États-Unis, il y a vraiment que les États-Unis qui comptent. Le reste du monde n'existe pas. Bon, ça existe. Non, Dieu et les États-Unis. Voilà, donc bon, c'est clair que c'est pas vraiment le cas à Orlando, parce qu'Orlando, c'est vraiment une ville. Déjà, dès qu'on se rapproche de grosses métropoles. Il y a des gens de partout à Orlando. Il y a vraiment, c'est une des villes où il y a, je pense, le plus de nationalités. Il y a des gens de partout, de partout, de partout. Dans notre quartier, on a alors on a des fabricants d'armes. On a Lockheed Martin, on a Siemens, Lockheed Martin qui fabrique le F-35, Siemens qui fabrique les drones. Donc on a des gens de Suisse, d'Allemagne, d'Asie, d'Afrique. On a vraiment des gens de partout dans notre quartier. Bon, c'est pas le cas partout. Hein. Vous rentrez dans ce qu'on appellera l'Amérique profonde, qui sera l'équivalent de la France profonde. Des fois, c'est un peu moins. C'est plus limité. Ensuite, les relations personnelles sont différentes. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile de passer la barrière des proches avec les Américains. Vous allez avoir beaucoup de relations superficielles. Ils vont vous faire un gros hug. Enfin, moi maintenant. Oui, c'est plus d'actualité. Ils vont vous faire un gros hug, soyons honnêtes. Moi, les premières fois que ma voisine m'a fait un hug, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Je la connais depuis 3 minutes. Donc, ils vont vous faire un gros hug, mais par contre, ils vont pas. Vous allez avoir des discussions plus de small talk, des petites discussions superficielles, mais pas des discussions profondes. Ça va être beaucoup plus long et progressif pour passer la barrière, mais non, on rencontre toujours des gens intéressants. Là, on commence à avoir un bon réseau qui se fait notamment, entre autres, beaucoup avec les enfants. C'est clair. Bon, les repas de 4 heures à refaire le monde, c'est pas. Alors pas oui, ça, faut oublier les repas de 4 heures. Hein. Les Américains, pour eux, c'est une punition rester 4 heures à table. Hein. Eux, c'est un burger. C'est un burger debout et ça prend 3 minutes. Donc en fait, on conseille à tous nos clients quand ils viennent, si vous voulez faire des relations avec vos voisins, etc., vous faites des wine and cheese. Il y a des chips, il y a un plateau de fromage, un plateau de charcuterie, un pot de raisin, bouteille de vin, bouteille de bière, etc. Et c'est debout, les gens circulent, ils veulent rester 10 minutes, ils restent 10 minutes, ils veulent rester 2 heures, ils vont rester 2 heures, mais faut pas qu'ils se sentent coincés. Or, un repas avec apéritif qui dure 1 heure, salade, plat, fromage, dessert, je crois qu'ils connaissent. Je pense que là, je crois que ça, on n'a pas reviendront plus. On n'a pas besoin de leur décrire, je crois qu'ils connaissent le repas à la française. Alors oui, dans les weakness aussi, les études alors, peuvent être chères, j'ai bien peuvent. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous vivez ici et que vous avez, par contre, un statut de carte verte, parce que c'est pas accessible au visa, et que vos enfants marchent bien à l'école, ils ont ce qu'on appelle des scholarships, des bourses, qui sont pas du tout liées aux revenus des parents, qui sont liées aux revenus, pas aux revenus, qui sont au résultat des élèves. Ce qui fait que globalement, mes enfants sont pas là. Globalement, on a beaucoup de chance. C'est que nous, ils nous coûtent quasiment rien parce que comme ils sont bons à l'école, ils ont des scholarships qui payent tout. On a ma fille, elle a un ami et il est rentré dans une université logement compris sur le chant. Il fait partie de la chorale depuis ses 10 ans. Il a fait tous les concours de chant. Il a une voix extraordinaire. Et il a été sélectionné, il a eu une audition, etc. Mais il a été sélectionné sur le chant. Donc voilà, quand on parlait des talents tout à l'heure, tout type de talents peuvent être un outil pour améliorer. Il faut cliquer dessus parce qu'il n'est plus dessus là. Elle est où la flèche? Hop, voilà. Non, tu as appuyé 2 fois, je pense. Oui, tu as appuyé 2 fois. Alors,
Tu as Hop. disparu en fait. Voilà. Alors maintenant, les opportunités. Alors clairement, il y a des opportunités aux États-Unis. Il y a des opportunités là qui s'adressent aux Français. Alors moi, il y a un truc que je dis tout le temps en conférence. Les artisans français. Je sais qu'il y en a. J'ai vu dans les gens qui sont inscrits et qui sont là, j'ai vu des artisans pâtissiers, des artisans, des restaurateurs, etc. Les artisans français sont les meilleurs au monde. Clairement, la France a les meilleures formations d'artisans au monde. Donc, un bon artisan français, forcément sur quelque chose qui est demandé, mais un bon artisan français, un bon pâtissier, un bon boulanger, un bon ébéniste, etc. Alors, ébéniste, ça sera plus compliqué parce qu'il y a des questions de licence. Mais même en obtenant les licences, etc., vraiment, un coiffeur, quelqu'un qui a fait le CAP, le BP, le brevet de maîtrise, et là je ne sais pas s'il est là, mais on a un copain qui se reconnaîtra, qui a tout ça. Pour moi, je vais dire entre guillemets, il a bac plus 5 en coiffure. Ici, la formation, c'est 6 à 12 mois. Faut éviter de se faire couper les cheveux par quelqu'un qui sort de l'école, hein, parce qu'en général, ça donne des choses pas tristes. Hein. Donc, tout ça pour dire que les artisans français ont vraiment un gros plus, et donc ça peut avoir un sacré impact ici. Pareil pour les écoles d'informatique. Les écoles d'ingénieurs en informatique françaises sont très bonnes. Alors là, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, certaines écoles sont chères. Alors le MIT, c'est très bien le MIT, tout le monde parle du MIT. Le problème aujourd'hui du MIT, c'est que c'est tellement cher que ce n'est pas nécessairement les meilleurs élèves qui y vont, mais les plus riches. C'est le problème du MIT. Or, en France, les écoles d'ingénieurs, etc., c'est souvent, peut-être pas gratuit, mais comparé au prix du MIT, c'est gratuit. Donc voilà, très bonnes écoles françaises. Dans les opportunités, quand une affaire marche ici, elle peut littéralement exploser. Encore une fois, parce que les Américains sont business oriented, des opportunités, il y en a énormément, ça peut aller très vite, et je parle entre autres, là je pense entre autres aux franchises. Alors j'en parlerai aussi dans les risques, les franchises. Les franchises, votre business marche bien, vous pouvez créer une franchise. Et après reproduire le business partout aux États-Unis. La franchise, c'est vraiment le modèle de business américain. Je ferai juste un aparté là-dessus, c'est qu'il y a franchise et franchise. Je suis très limitatif sur les franchises que je représente et que j'accompagne. J'ai été sollicité par un grand nombre de franchises françaises qui s'installent aux États-Unis. Ou créées par des Français. Ou créées par des Français aux États-Unis. J'en ai pas validé une seule. Pourquoi? Tout simplement, encore hier, hein, je suis encore intervenu hier sur un dossier où j'ai dit, ils appellent ça une franchise, sauf que ça respecte aucune loi de la franchise. Donc là-dessus, je fais du consulting pour ceux qui sont intéressés pour ce genre de choses. Voilà, vas-y. Les affaires, ça c'est plus toi. Ah oui, oui, aussi. Les affaires, dans les opportunités, les affaires se vendent moins cher qu'en France. En France, c'est souvent fortement dépendant de l'emplacement. J'en parlerai dans le point suivant. Et c'est aussi souvent fortement dépendant du chiffre d'affaires. Ici, c'est dépendant de ce que l'affaire rapporte. Si l'affaire ne rapporte rien, elle vaut rien. Si elle peut faire plein de chiffres d'affaires, si elle dégage rien, elle vaut rien. Donc, comment ça se valorise? Très globalement, généralement, ça se valorise 2,5, 3 fois ce que ça rapporte. Donc, un business, on va prendre un resto classique, 500 000 $ de chiffre d'affaires, 100 000 $ de résultats, 20% de résultats, c'est cohérent pour un resto aux États-Unis. Donc, 20% de résultats, ça se vend à peu près 200 à 250 000. Quel que soit son emplacement, etc., c'est vraiment ce qu'il rapporte qui sera primordial. C'est très différent, la valorisation est très différente de la France. Voilà, ensuite, en opportunité ou en atout, enfin appelez ça comme vous voulez, c'est que déjà vous faites des progrès en anglais énormes, et ensuite c'est une expérience extraordinaire. Que l'opération soit un succès ou que vous préfériez rentrer au bout de quelques années ou que ça se passe mal et que vous rentriez, vous garderez toujours cette extraordinaire expérience, cette aventure que vous aurez eue de venir aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment un plus
de venir. Et en plus, si vos enfants sont devenus bilingues, c'est encore mieux. C'est sûr que 10 ans après, des fois on se remémore, on est passé par tout ça. Bah oui, mais ouais, c'est vraiment une expérience extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Les risques. Bon, alors bah, le premier risque, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le problème du renouvellement du visa au bout de 2 ans. Donc ça a quand même radicalement changé la donne. Hein. Nous, quand on est venu, c'était 5 ans. On avait 5 ans pour faire nos preuves. Maintenant, vous avez 2 ans. Et au bout de 2 ans, est-ce que le renouvellement sera plus facile? Aucune idée. Personne ne peut vous dire aujourd'hui, en vous regardant dans les yeux, oui, il n'y a pas de problème, les renouvellements seront plus faciles au bout de 2 ans. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Personne n'a présenté son renouvellement dans la nouvelle version de 2 ans. Est-ce que si vous présentez en disant, bah oui, il n'y a que 2 ans, je n'ai pas eu le temps d'embaucher comme j'avais prévu, est-ce que vous serez renouvelé? Aucune idée. Aucune idée. Donc là, c'est quand même un vrai risque. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de risque. Il faut partir sur des business qui, quand vous les créez ou quand vous les rachetez, ont déjà en eux les normes pour être renouvelés. Si vous rachetez un resto existant qui fait 500 000 $ de chiffre d'affaires, mathématiquement, il a 4 ou 5 salariés, même plutôt 6, parce que c'est en général un salarié par tranche de 80 000. Si vous rachetez un resto comme ça, vous serez renouvelé et que vous le gardez tel quel, qui vous rapporte 80 à 100 000 à l'année, que vous avez toujours vos 6 salariés, bah, au bout de 2 ans, vous serez renouvelé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marginal. Il paye 6 personnes et il vous paye vous. Il n'est pas marginal. Si vous partez sur un business qui aujourd'hui n'a pas de salariés et que vous avez fait un super business plan dans lequel vous dites dans 2 ans, j'aurai 3 salariés et qu'au bout de 2 ans, vous en avez 0, ça va être compliqué. Je ne dis pas que ça sera, je dis pas que je suis sûr que ça ne sera pas renouvelé. Ce que je dis, c'est que j'ai strictement aucune certitude que ça le sera. Donc après, on est joueur ou on ne l'est pas. Dans les points, dans les threats, attention aux juridiques. Là, quand je fais les conférences, je fais une grosse partie sur le bail commercial. Alors, c'est bien compliqué, c'est bien simple. Vous, tout ce que vous savez sur le bail commercial 369, vous l'oubliez parce qu'il n'y a rien de pareil ici. Donc, c'est pas la loi qui vous protège, c'est le contrat. Donc, il faut lire son contrat, il faut négocier son bail, il faut faire très attention parce que c'est une des plus grosses sources de problèmes que j'ai vues. Donc, le bail, les contrats que vous signez, il faut les lire, il faut les comprendre. Et parce qu'il y a ici, il n'y a pas de protection du consommateur. On ne peut pas dire, bah, j'avais 15 jours pour réfléchir. Non, vous n'avez pas 15 jours pour réfléchir. Vous avez signé. Il fallait réfléchir avant, il fallait comprendre. Vous ne pouvez pas dire, j'avais pas compris. Il fallait comprendre, il fallait embaucher un avocat pour vous expliquer, ou il fallait vous faire traduire. Donc ici, il y a beaucoup moins d'excuses. No excuse, ça c'est un truc qu'on entend quand même souvent. No excuse. Ah, non, you have to do your homework. C'est à vous à faire le travail avant. Donc forcément, on est là pour vous accompagner. C'est notre job. Mais attention à ce que vous signez. Attention, toujours dans la liste, les banques prêtent très peu aux entreprises. Alors, surtout dans vos 2 premières années, hein, vous n'aurez pas de crédit score, qui est un espèce de chiffre magique qui vous permet d'emprunter ou pas. Vous n'en aurez pas. Donc, attention, les banques prêtent très peu aux entreprises. Hein. Les banques françaises prêtent beaucoup plus aux entreprises que les banques américaines. Hein. La gestion du personnel, le personnel n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de contrat de travail. En Floride, c'est un État at will. Un État at will, c'est un contrat où c'est à la demande. At will, on traduirait ça à la demande. Donc, globalement, il n'y a pas de contrat de travail, donc il n'y a pas de raison que le salarié vous soit fidèle, puisque vous n'avez pas à lui être fidèle. Donc, résultat, ils sont assez peu stables. Hein. Alors, surtout dans les petits jobs. Hein. Forcément, hein, si vous les payez 3 fois ce que payent les autres, ils resteront. Alors, ça, c'est une chose qui a peut-être changé aussi avec le chômage. Hein. Avec 2,5% de chômage, la plupart de mes clients, leur problème, c'est de trouver du personnel. Avec 15%, ça a peut-être changé. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Hein. Dans les trucs, attention aux idées nouvelles. Moi, il y a peut-être aujourd'hui dans cette assistance, et je le souhaite, quelqu'un qui fera fortune avec une idée complètement nouvelle. Bon. Mon expérience, c'est que les idées nouvelles, ça demande beaucoup d'argent. Il y a un adage ici, it takes money to make money. Donc, les idées nouvelles, pourquoi pas? Si vous avez de quoi vivre en attendant que votre idée marche, et si vous avez aussi heurté votre idée aux Américains. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit les Américains vont adorer ça. Et ah bon?
Et pourquoi ils adoreraient ça? Ah bah parce que machin, machin, machin. Oui, non, mais attendez, vous avez, les derniers Américains que vous avez vus, ils ressemblaient à quoi? Parce que moi, les Américains autour de moi, sachant que par exemple, quand vous posez des questions aux Américains, si vous faites des questionnaires, les fameux, on a tous fait Études de marché. les études de marché. Le problème, c'est que les Américains, comme ils n'aiment pas le conflit, ils vous disent toujours oui. Ah Ah oui, ouais, c'est une c'est une super bonne idée. idée, That's etc. amazing, amazing. C'est amazing. Votre idée, elle est amazing. Ok. Demain, j'ai créé le truc, vous allez payer? Oh non, peut-être pas. Non, ils Bon. vont pas. Ah oui, 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 je vais payer. Et puis le jour où vous avez le produit, ah bah finalement, non, ça ne les intéresse pas Donc plus. attention aux idées nouvelles. Encore une fois, hein, je veux pas. J'ai des clients qui ont vraiment, vraiment, vraiment réussi avec des idées nouvelles. J'en ai vu quand même un certain nombre qui se sont plantés. Hein. Voilà, c'est plus dangereux, donc il faut avoir un meilleur budget. Voilà, il faut vraiment avoir le budget pour se lancer. Hein. De toute façon, les créations, déjà, il faut avoir le budget pour se lancer. Voilà, on va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est déjà à l'heure. On est déjà. J'avais dit 40 minutes l'autre fois. Enfin bon, c'est pas grave. Si vous êtes encore là. La concurrence très forte, pas très fair play. Donc ça, c'est peut-être pareil en France. Hein. Mais si vous avez une idée et qu'elle marche, dites-vous bien que vous avez intérêt à avoir les brevets et vous avez intérêt à protéger le nom parce que alors, on parle souvent, on se moque. Alors c'est triste. Très souvent, j'entends les gens qui se moquent des Chinois en parlant de la photocopieuse. Les Américains sont pas mauvais au niveau de la photocopieuse quand même. Hein. Donc, si vous avez une bonne idée, protégez-la. J'ai des gens qui me consultent pour des questions. J'ai dit, écoutez, vous avez de la chance parce que je signe tous les non-disclosure agreements que vous voulez. Je dis, parce que alors, votre idée, elle est bonne. Il faudra peut-être pas la dire à tout le monde non plus. J'ai vu des gens venir au CES de Las Vegas avec des produits. Je leur ai dit, ne venez pas au CES de Las Vegas, vous allez vous faire pomper. Ils sont venus quand même parce que ça fait bien de venir au CES de Las Vegas. Ouais, sauf que 6 mois après, c'était plus la peine qu'ils ouvrent aux États-Unis, hein, parce qu'il y a plein de monde qui avait vu le produit au CES. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir s'il y avait un brevet, ils sont allés voir s'il y avait un trademark, ils ont monté le truc et puis l'affaire est réglée. Donc attention, attention. Avoir du cash, parce que la vie aux États-Unis, c'est confortable si on gagne bien sa vie. Si on ne gagne pas bien sa vie, vaut mieux être en France. Ensuite, alors effectivement, quand vous revenez, il faut refaire sa vie sociale en partant de zéro. Donc, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Vous avez une passion, vous jouez de la musique, etc. Bah, essayez de voir s'il n'y a pas un groupe de musique dans votre quartier ou quelque chose comme ça. Ou avec les enfants, de toute façon, vous allez rencontrer au bord du terrain de foot plein de parents. Mais effectivement, il faut sortir de sa zone de confort et se recréer un réseau social. C'est vraiment important, ça fait partie de la vie ici. Et ensuite, il faut faire attention à la cellule familiale, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Ça va être très, très stressant, ça va être des moments difficiles. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Si plusieurs personnes dans la famille, notamment je pense à des ados un peu âgés ou un conjoint qui vient à reculons parce que de toute façon, il n'a pas envie de venir, etc., il y a de fortes chances que ça se passe moins bien. Donc c'est vrai que c'est vraiment, faut vraiment vérifier et faire en sorte que ce soit un travail d'équipe, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, parce que vous allez avoir besoin de toute votre équipe pour subvenir aux besoins. Et je disais aussi, il faut toujours prévoir les imprévus. Prévoir les imprévus, ça paraît. Prévoir les imprévus. En gros, il faut toujours avoir un matelas de sécurité. Ici, donc, on parlait du client qui s'est retrouvé à payer une facture d'hôpitaux alors qu'en France, il n'avait jamais mis les pieds dans un hôpital. On a eu le cas d'une cliente qui a acheté une voiture. Elle avait fait une super occasion. Elle a acheté une voiture. 15 jours après, la voiture était morte. En fait, elle avait acheté directement un particulier. Elle s'était fait avoir. Et puis, la voiture qu'elle avait achetée, je ne sais plus, 4000, elle était bonne pour la casse. On a eu le cas d'un client qui a racheté une entreprise qui avait quand même une forte... la transmission était importante, c'est-à-dire que le vendeur avait... il y avait un très fort savoir-faire chez le vendeur. Et donc, on avait prévu une période de training longue, une période de passation de pouvoir longue, etc. Sauf que le vendeur a fait une crise cardiaque la veille de la vente. Donc, il n'est pas mort, mais il était entre la vie et la mort, etc. Donc, la période de training, ça a été 0 jour.
Donc voilà le genre d'imprévu qui peut malheureusement Voilà, arriver. et là, sans parler, on a aussi l'expérience du Covid où effectivement, Ouais. on a des clients qui sont arrivés il y a quelques mois et où là, d'un coup, ils sont fermés pendant 1 mois et demi et où ils sont obligés d'improviser un petit peu tous les jours. On a eu le cas, dans le même ordre d'idée, on a eu le cas d'un client où on a tout fait, tout était avancé, tout était dans les rails. On partait, ça y est, le dossier partait à l'ambassade. Il nous manquait qu'un truc, c'était la signature du landlord, du propriétaire des murs pour le transfert du lease. Le landlord avait dit oui, il avait dit c'est bon, il n'y a pas de problème, je signe, mais on n'avait toujours pas la signature. Tant qu'on n'a pas la signature, on ne peut pas faire partir le dossier. Le landlord est mort. Les enfants, hors de question. Tout annulé, obligé de repartir à zéro, des semaines de travail perdu. Alors la conclusion, vivre aux États-Unis, clairement c'est une très 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 bonne expérience quand elle se passe bien. Qu'il faut avoir du sang-froid parce que malheureusement la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La conclusion, est-ce qu'on regrette? Non, on ne regrette pas. Est-ce qu'on regrette Orlando? Non, on y est encore depuis. Ça fait 10 ans qu'on y est, on est depuis 10 ans dans le même quartier. Donc on regrette rien du tout. On a bien conscience que notre vie aurait été radicalement différente si on était resté dans notre village du Forêt, dans la Loire, Saint-Éan, à côté de Saint-Étienne, qui était un magnifique village. On avait une vie très, très, très confortable. Mais voilà, on a fait ce choix-là, on ne regrette pas. Par contre, il ne faut pas idéaliser la vie ici. Il y a des plus, il y a des moins. Il y a vraiment des moments où, sur ces derniers mois, on a quand même eu des moments de doute quand même. La gestion du Covid, de la remise en cause des visas, les problèmes sur l'immigration. Voilà, bon, faut pas idéaliser. On aime, certains n'aiment pas. Avant de venir ici vivre, venez un certain nombre de fois. Alors, j'allais dire, venez en vacances, oui, mais pas en vacances dans le genre road trip. Vous dites, tiens, j'aimerais bien vivre à Sarasota. Je ne sais pas s'ils sont là, je verrai tout à l'heure, mais on a des clients qui sont des fans de Sarasota, ils sont peut-être là aujourd'hui. Venez vivre à Sarasota. Venez passer 15 jours à Sarasota. Mais en essayant de se mettre dans la peau d'un habitant de Sarasota. Venez étudier la question sous tous les angles. Prévoyez des plans B, C. Alors, il y a un adage qui dit qu'il y a encore 26 lettres dans l'alphabet. Peut-être pas aller jusqu'à Z, mais s'il faut aller jusqu'à Z. Par exemple, dans la valorisation d'un business, la capacité à ce que le business soit revendable facilement, ça peut être un plus. Parce que si ça se passe mal, si on peut revendre le business facilement, il y a des business qui se vendent vite et il y en a qui se vendent beaucoup moins vite. Donc plein de choses comme ça. Il faut vraiment la capacité à se refaire si jamais ça se passe mal. Et aussi, si on rentre, ce n'est pas forcément un échec. Faut savoir pourquoi on rentre. Il y a des clients qui ont décidé de rentrer, de revendre, de rentrer parce qu'ils avaient d'autres projets en France. On a des clients qui ont décidé de rentrer parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Enfin bon, rentrer, ce n'est pas forcément un échec. Tout le truc, c'est voilà, d'être conscient de est-ce qu'on aime ce qu'on vit ou pas. Alors là, faut arrêter sharing, stop sharing. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va remonter. Voilà, parce que là, on va traiter les questions. C'était notre conclusion. Voilà. On va traiter les questions. Alors, on a des hello, des hello. Attends. Là, tu vas beaucoup trop vite. Donc, on a des hello de Bretagne. On a des gens qu'on connaît là bien. Donc, je parlais de Sarasota. Il y a Maxime qui est là. Je ne suis pas étonné. Il y a des noms que je connais bien là aussi. Il y a même des gens de la famille. Alors, question. Alors, c'est revenu. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Théo. C'est OK. Titulaire visa E2, refusé une première fois en novembre avec un investissement de 350K avec 2 employés US. Waouh, ça c'est vache. Ça, c'est vache. Est-ce qu'ils vous ont donné, est-ce qu'ils vous ont donné, alors incroyable avec 350K, non, malheureusement pas incroyable. Moi, j'ai vu un refus, ça va pas si vite. J'ai vu un refus avec 800K, mais en Espagne. On a eu un refus, à ce jour, on a eu 3 refus. 3 refus.
sur en gros 150 personnes. On a eu 3 refus, 2 qu'on qualifiera deux où vraiment la question de la langue a été a priori un problème. Il y a eu un problème de non-compréhension en fait. Et en gros, l'officier a dit non, mais avec votre niveau d'anglais, ça ne pourra pas marcher. Donc je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il y a des gens qui l'ont très mal vécu. On a eu un autre refus qu'on n'a pas compris. On a un refus, on n'a simplement pas compris. Il y a un problème de fichier. Hein. Il y a différents officiers, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Pas tous sur la même longueur d'onde. J'en dirai pas plus parce que je veux pas de problème. Mais faut être clair que malheureusement, il y a un peu de notion de roulette russe par moment. Alors il y a quelqu'un qui dit je confirme, nos enfants regrettent l'école américaine. Oui, oui. Ça c'est Lucas et Glantine. Ouais, on a eu cette discussion, ils sont rentrés et a priori ouais c'est bon clairement l'école américaine. Ouais. Quel est le coût d'une assurance santé? Alors on va partir tout simple. Avec Obamacare a quelques avantages, notamment ils vous soignent sans limite de plafond. Donc, si vous avez quelque chose de grave, ils vont continuer à vous soigner, même si vous avez atteint le plafond de votre assurance. Il n'y a pas de plafond. Et surtout, Obamacare, il n'y a pas de question de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez chercher une assurance, vous dites « Ah, bah, j'ai de l'hypertension. » Alors, l'hypertension, non, ça ne marche pas. J'ai du diabète. Une assurance classique, privée, va vous refuser. Obamacare va vous accepter, mais du coup, Obamacare est beaucoup plus cher. Donc, Obamacare par personne, c'est $600. En gros, pour une famille de 5 comme nous, si on était tous sur Obamacare, on serait dans les $2000 par mois. Avec en plus des franchises élevées. $2000 avec des franchises très élevées. Après, vous allez avoir des petites assurances privées, mais par contre, si vous avez un problème de santé, alors elles ont 2 solutions. Soit elles vous refusent de santé préalable, soit elles vous refusent. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'à la fin d'année, si vous avez un problème de santé qui a été découvert dans l'année, ils vont vous foutre dehors. Ils vous renouvelleront pas. Oui, voilà, ils vont pas vous renouveler. Et donc, en fait, Obamacare, donc c'est entre 500 et $600 par mois, par personne. Et une assurance privée, ça peut être $200 par personne, par mois. Il y a aussi des assurances aujourd'hui, il y a aussi des assurances expatriées. Là-dessus, on a un contact avec un broker français qui maîtrise très bien ça. Qui habite aux États-Unis depuis longtemps, qui travaille dans les assurances depuis longtemps et qui peut vous couvrir. Qui est peut-être là, Olivier, d'ailleurs. Voilà. Êtes-vous bien protégé par votre assurance américaine pour le quotidien? Alors, en fait, notre assurance... rigole pas. On va dire qu'on a pris une assurance qui ne couvre pas beaucoup pour les bobos du quotidien. C'est-à-dire que, on va un exemple très concret. Notre fils avait eu un ongle incarné. Ça nous a coûté, et vous êtes assis, $450. 20 € en France chez le podologue. Voilà, $450. Par contre, on a fait en sorte que notre assurance, si on a un gros problème, c'est-à-dire que si on est hospitalisé, etc., là, à partir de, je crois, $7000, on a atteint notre copay, c'est-à-dire qu'à partir de là, l'assurance va couvrir beaucoup plus. Bon, pas totalement, mais couvrir beaucoup plus. Donc, c'est vraiment le principe c'est comme une assurance voiture. Si vous mettez votre curseur de franchise là où vous voulez, plus vous mettez une franchise basse, plus vous aurez à payer. Donc, il y a aujourd'hui des assurances sans franchise, etc. Mais là, très concrètement, sur l'assurance santé, quand on a ces questions-là, on vous met en relation avec des spécialistes. Parce que déjà, on ne va pas vous demander tous vos problèmes de santé. D'abord, on ne va pas savoir vos problèmes de santé. Et puis, voilà, quoi. C'est vraiment très personnel. Mais il faut le prévoir. Faut le prévoir. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France? Le plateau de fromage. Le fromage. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France? Alors non, alors le fromage, c'est pas faux. La famille avec le fromage. Alors trois choses. Alors, quand même mettre la famille en premier. L'éloignement de la famille, il ne faut pas le sous-estimer. Hein.
Là, cette année, Surtout là, cette année, ouais. où effectivement… Moi, je vois pas mon il y a papa, un ma maman élément, cette année, c'est dur. il y a un élément en plus plus risqué actuellement, etc. Nos parents qui commencent à être âgés, on avoue que cette année, c'est un petit peu plus On n'a pas envie compliqué. de rentrer pour pas les mettre en danger, et puis on le fera pas. J'ai communiqué ce matin là-dessus. On rentrera pas, on va pas les mettre en danger. J'ai vu des gens qui communiquaient sur un truc expat ce matin qui disaient qu'ils allaient passer par le Mexique. Non mais c'est des fous. On est dans un des pays où il y a le plus de malades, etc. On l'a peut-être. On va prendre des aéroports de partout, etc. Et on va arriver en France et puis on va aller faire des gros câlins. Non, non. Alors je sais qu'il faudrait des barrières. Moi, on prend pas le risque. La famille manque. Le fromage manque. Non, alors pas le fromage. La nourriture française, c'est clairement. Alors, au bout de 10 ans, on a trouvé nos trucs. Là, on a trouvé nos marques. C'est-à-dire, on a trouvé, par exemple, pour les légumes, on va chez pas un producteur, mais un indépendant qui a vraiment des super bons légumes. Et alors, il y a vraiment une différence, mais alors. Flagrante. Ah, mais un paquet de fraises chez lui et un paquet de fraises à Publix, mais c'est pas la même chose, quoi. Donc, Voilà. on a trouvé nos marques, on a trouvé plein de produits. On fait des galettes bretonnes, on n'est pas du tout breton, hein, mais on fait des galettes bretonnes avec voilà, on achète notre farine. Avec la Tréblec. On a des œufs qui viennent des Amish. Enfin voilà, des Amish. On a trouvé nos sources. Mais troisième truc qui manque, la montagne. La Floride, c'est plat. La Floride, c'est plat. Il n'y a pas l'onglet question cette fois-ci. Non, on est passé par l'onglet, par la chat. Voilà, non, alors c'est les questions de chat parce que le problème, c'est qu'on est sur un plus petit écran que l'autre fois. Et l'autre fois, je les ai toutes loupées. Donc... Alors, y a-t-il des opportunités business dans le domaine du sport? Alors, oui. Il faudrait qu'on en sache plus. Mais oui, il y a des salles de sport. Alors, les salles de sport, on va dire qu'il y a deux... Il y a des salles de sport, il y a des trucs très, très typés. Par exemple, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une salle de soccer indoor. Donc de foot, alors le foot, pas le football américain, le soccer. Donc, je pense que si vous êtes sportif, vous savez mieux de quoi je parle. Donc j'ai vu par exemple, ça c'était pas mal du tout parce que le soccer, par exemple, c'est quelque chose qui monte très très fort aux États-Unis. Et l'été, soyons honnêtes, l'été, ils jouent pas dehors. Ouais, en plus, l'été, vous pouvez pas jouer dehors, il fait trop chaud. Donc globalement, il y a ce type d'opportunité. Après, il y a des très grandes salles de sport. Alors là, c'est des très grosses franchises. LA Fitness, LA truc 24, je ne sais plus quoi aussi. Fitness 24. Fitness 24, je crois. Bon. Et puis, il y a des petites salles de sport indépendantes qui, la plupart du temps, vont être en fonction de, par exemple, un gars qui a un bon boxeur, qui a un bon voilà. CV de boxeur. Je sais pas si ça se dit comme ça. À côté de la boutique, on a eu une salle de sport où, effectivement, le manager, il avait fait des championnats des États-Unis, etc. Et il drainait plein de boxeurs dans son local parce qu'effectivement, il avait cette particularité. Alexandre qui pose des questions, achat maison, en prêt ou cash obligatoire. Alors, les deux, mon capitaine. Les deux, voire même les trois. Cash, oui, bon, mais bien sûr, toujours. Ils sont très contents de prendre votre cash. En prêt, alors vous avez la solution d'emprunter aux États-Unis. Alors aux États-Unis, ils vont accepter, il faut qu'il y ait 30% en cash. Et il ne faut pas que ce soit un investissement dans le domaine touristique. Non, mais là, c'est pour leur maison. Hein. C'est Alexandre de Annecy, c'est pour leur maison. Alors, pour info, on a une cliente, il y a quelques semaines de ça, qui a emprunté en arrivant. Elle a eu un crédit, elle a mis 30% d'apport et elle a eu un crédit pour sa maison en arrivant. C'est la première fois que ça nous arrive. Sinon, nos clients… pour étudier son dossier, ils sont partis de sa situation en France. Ouais. Et ils ont un petit peu oublié de dire… Oui, enfin bon, qu'elle venait d'arriver aux États-Unis. Donc, ça lui a permis d'avoir son prêt. Et l'idée, c'est dans 2 ans, quand elle aura 2 bilans de sa société, renégocier ce prêt parce que forcément, c'est un prêt, comme c'est pour un étranger, un taux plus élevé. Mais c'était la solution pour qu'elle puisse acheter tout de suite. Donc ça, c'est la première fois que ça arrivait, quelqu'un qui pouvait emprunter la semaine, enfin pas la semaine, dans les mois après l'arrivée. Sinon, on a beaucoup de nos clients qui empruntent après 1 ou 2 tax returns. Ils ont leur premier revenu ici et on a aujourd'hui plein de clients qui ont acheté leur maison, qui ont eu des crédits après un premier bilan. En fait. Voilà, vous avez la CFE. Alors, on a eu la CFE au début. Il ne faut pas oublier, c'est CFE
plus mutuelle, donc ça peut être April, ça peut être, il y en a plusieurs, parce que la CFE, c'est bien simple, ils vont vous rembourser au tarif français. Donc le tarif d'un médecin généraliste aux États-Unis, ça va être, soyons gentils, 120 $. La CFE va vous rembourser 24 €. Donc il faut vraiment prévoir la CFE plus la mutuelle derrière. Santé, on met en relation avec un Voilà, spécialiste. santé, Voilà, c'est aussi simple que ça. c'est… Question pour les business de type crêperie. Attends, crêperie, bistrot français, boulangerie. J'ai l'impression que c'est bouché partout. Où je regarde, des Français sont déjà installés. Qu'en pensez-vous? Alors, vous avez mis déjà 3 choses très différentes. Vous avez mis crêperie, bistrot français, boulangerie. Boulangerie, si vous êtes boulanger, il y a encore de la place, il y a encore des endroits où vous pouvez vous installer, il y a des boulangeries à vendre. Et globalement, j'en ai pas vu se planter. Des boulangers. Il faut être boulanger avant. Crêperie, j'ai vu pas mal d'échecs. J'ai vu des très belles réussites. Alors là, oui, on est d'accord, s'il y a déjà une crêperie dans le coin, c'est peut-être pas la peine d'aller en installer une deuxième. Maintenant, quand c'est fait comme il faut, et là j'ai un exemple vraiment en tête d'une crêperie qui appartient à des clients où 2 familles vivent dessus, ils ont fait quelque chose de vraiment très bien. Ils ont adapté le modèle. Adapter la crêpe ils ont adapté la crêpe au marché américain. Bon, ils n'ont pas fait une crêpe avec des frites dessus, hein, mais non, les frites, c'est un side à côté. Voilà, mais c'est un side. Mais pour autant, j'ai vu des crêperies qui marchaient. Alors après, bistrot français. Alors, le petit bistrot français qui fait 250 000 $ de chiffre d'affaires, j'en ai vu beaucoup. Et je connais très peu de gens qui en vivent. Le problème, il est là. C'est que. Alors, il y a plein de gens qui ont dit si, ça marche très bien. Puis alors, quand vous vérifiez les chiffres, ce n'est pas le cas. Hein. On va avoir un gros problème là. C'est que typiquement, le bistrot français, ça serait quand même sur un emplacement où il y a du passage. Qui dit emplacement où il y a du passage dit loyer élevé. Qui dit loyer élevé dit qu'il faudrait quand même avoir du chiffre d'affaires pour pouvoir payer le loyer. Si vous avez 5 000 $ de loyer et que vous avez 250 000 $ de chiffre d'affaires, c'est pas vrai, vous ne gagnez pas votre vie. C'est pas possible. Donc, si vous avez 5 000 $ de loyer, il vous faudrait 600 000 $ de chiffre d'affaires. 10% de loyer sur chiffre d'affaires, c'est un bon chiffre. Ou alors, vous allez pas pouvoir embaucher, vous allez bosser 70 heures par semaine à dos. 140 heures à dos. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, je mets vraiment pas du tout la crêperie, la boulangerie et le bistrot français dans la même catégorie. Hein. Bon, de toute façon, je suis assez simple. Hein. Vous voulez ouvrir une boulangerie, vous êtes boulanger. Vous voulez ouvrir une pâtisserie, vous êtes pâtissier. Ou alors, restaurateur, cuisinier. Vous voulez ouvrir un restaurant, vous êtes chef. Ou alors, vous faites la formation pour le devenir avant de venir. Je l'ai fait faire. Alors, bon, elle n'est pas là. Je l'ai fait faire à une cliente et malheureusement, c'est pas sur un restaurant sur une pâtisserie qu'elle s'est orientée. Malheureusement, elle a voulu acheter un autre type de business et en fait, le visa a été refusé. Donc ça c'était. Mais voilà, apprenez. Vous changez de pays, vous changez de culture, vous changez de langue. Alors, essayez de maîtriser au moins le métier avant, parce que ça va vous aider. Le business de la location saisonnière sur Orlando, ça c'est Marc. Alors, après un refus sur une création, combien de temps après peut-on redéposer un dossier? Alors là, faut peut-être le modifier. Voyez avec Sylvain d'abord. Non, c'est pas ça, mais il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle. Il faudrait savoir pourquoi il a été refusé. Alors, si c'est la même chose, alors, première chose, s'il y a eu un refus, si vous représentez le même dossier, il faut identifier pourquoi il a été refusé. Il faut vraiment très clairement clarifier les choses pour dire non, voilà, on a rectifié le truc. Parce que typiquement, j'ai eu un cas à ce jour de dossier refusé qu'on a représenté, il a été refusé une deuxième fois. Hein. Pourtant, Dieu sait qu'on avait rajouté des choses. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une durée? Il n'y a pas de durée. Si c'est sur un dossier complètement différent et qu'on a identifié la raison du refus, moi, mon problème, c'est la raison du refus. Hein. Quel est l'avenir des business de la location saisonnière sur Orlando? Et là, c'est compliqué dans l'immédiat hein, parce que pour l'instant, on ne comprend toujours pas d'ailleurs parce que les hôtels ont le droit de réouvrir, mais pas les locations saisonnières. Si, parce que les hôtels donnent plus de bakshish au gouverneur. Je pense que oui, les hôtels. On a ce problème-là. Hein, donc là, dans l'immédiat, c'est sûr qu'ils sont touchés de plein fouet. Hein. Alors, c'est hyper dépendant de plusieurs choses.
c'est dépendant. D'abord qu'ils aient le droit de recommencer, c'est tout bête, mais bon. 2, c'est dépendant de la réouverture des parcs, parce que les parcs, on dit dans le meilleur des cas, une réouverture totale en janvier, hein, à full capacity en janvier. Donc d'ici janvier, ça va être dur. Hein. Et là, pour l'instant, il parlait à 25%. Voilà, pour réduire les queues, que les queues soient espacées. Donc, il va y avoir plein de choses, a priori. Ils vont prendre la température. Dans le domaine touristique, les 6 mois à venir vont être compliqués. Voilà, l'autre élément, c'est si la crise est super profonde, les gens partiront moins en vacances. Donc oui, alors on est très clairement dans un domaine qui a été fortement touché. Hein. Voilà. Avez-vous des domaines pour lesquels les visas sont plus facilement accordés que d'autres? Des domaines dans lesquels vous avez une expérience et qui génèrent de l'emploi. Voilà, il n'y a pas de domaine particulier. Typiquement, la restauration. L'informatique. Ah oui, oui, ouais. Alors c'est vrai que l'informatique, oui, parce que voilà. Ils ont envie de vous voir. Si vous amenez de la technologie, si vous amenez ce genre de choses. Pas forcément fabriquer, construire un site internet, mais par contre, vous avez des connaissances plus techniques, ingénieurs en informatique dans des domaines un peu spécifiques. Là, on a eu zéro refus dans ce domaine-là. Ils vont être plus sympas dans ce. Je parle des grandes villes de Floride. Alors ça, c'était sur la question. Ah oui, les crêperies. Oui. Ah, sur les, ouais, ce qui parle, oui, oui, bah oui, non, mais oui, mais, sur les grandes villes de Floride, il reste de la place. J'allais dire entre guillemets, quand il y a beaucoup de choses à un endroit, c'est qu'il y a de la demande. C'est pour les Lyonnais. Moi, si je monte un resto, je le mets rue Mercière. Hein. Il n'y a plus de place. Bon, il n'y a plus de place. Mais pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il y a plein de restos rue Mercière. Je ne vais pas aller le mettre dans un coin où il n'y a aucun resto. Est-il possible de voyager prochainement? Pour l'instant, le problème, il y a toujours le travel ban. Voilà, non, on n'a pas d'infos. Et pas d'informations internes. On n'a pas d'informations à ce sujet. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Si on a 150... mais par contre, très clairement, dans tous les dossiers, il va y avoir des points forts, des points faibles. Si on n'a que des points faibles, c'est ennuyeux. Là, votre point faible dans ce que je lis, ça serait quand même l'anglais. Travaillez-le avant de présenter le dossier, parce qu'on a eu 2 cas où les dossiers étaient vraiment pas mauvais. On a eu un cas quand même, en janvier 2018. Nettoyage de piscine. Le repreneur, notre client, avait travaillé 20 ans dans le nettoyage de piscine en France. Il rachetait une entreprise qui existait depuis 10 ans, qui avait 4 salariés plein temps, qui faisait 300 000 $ de chiffre d'affaires, 400 000 $ de chiffre d'affaires, et il reprenait cette affaire un petit peu moins de 200 000 $. Le dossier a été refusé à cause de son niveau d'anglais. Alors, moi, j'étais furieux parce que, très honnêtement, dans le nettoyage de piscine, le niveau d'anglais, on s'en fout. D'abord, les 3/4 des salariés, ils parlent espagnol et pas anglais. Donc, très franchement, le niveau d'anglais, on s'en fout. Et la deuxième chose, les échanges que vous avez avec les clients dans le nettoyage de piscine, ils se comptent comme sur les doigts d'une main. Donc, passez-moi l'expression, mais c'était vraiment bullshit. Il a été refusé. Donc, là, typiquement... Ça va être vraiment au cas par cas. Si vous avez un faible niveau d'anglais, travaillez-le. Voilà. Travaillez-le. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Speak English with Christina. Elle nous fait rire en plus, elle est extra. Et on a des programmes avec elle, justement, spécial Visa E2. Donc, Speak English with Christina, c'est bien. Voilà. Il y a déjà mes amis sur Floride. Oui, du côté d'Ocala, là-haut. Non, Sarasota. La deuxième, deuxième plus grosse communauté amish des États-Unis est à Sarasota. Mes os, ils viennent de là-haut. D'accord. Bon, mais sinon, Sarasota, il y a des amish en Floride. Quelle est à l'heure actuelle la possible évolution en termes de mois pour visa O2? Là, attendez les élections. Et là-dessus, moi, clairement, pour info, je suis plus ou moins, je suis impliqué en politique aujourd'hui sur une liste pour les élections consulaires avec Benoît Duverneuil, qui sera le tête de file. Et clairement, mon objectif, mon but, c'est de me battre pour essayer d'obtenir de la France qu'elle demande un réexamen de la durée des visas E2 avec l'administration américaine. Bien entendu, après les élections. Ce n'est pas la peine de demander quelque chose aujourd'hui. Y a-t-il des avantages à être un commerce plus écologiquement responsable aux USA? C'est mon opinion personnelle. Pour votre morale, oui. Pour votre conscience personnelle, oui. Après, c'est pas dit que ça marche.
On a eu une cliente qui avait une société de nettoyage qui au départ était très tournée nettoyage écologie, donc elle avait des produits spéciaux, etc. Donc d'une part, ses employés râlaient parce que c'est quand même plus Il faut compliqué. frotter plus. Il faut frotter plus quand c'est un produit écologique que quand c'est un produit chimique. Et d'autre part, ses clients, donc la maison est propre, hein, On aimerait vous dire oui. On aimerait beaucoup vous dire oui, mais Dans voilà. les faits, pour l'instant, l'écologie ne paie pas. Avancer des business style éco-cup, produits de recyclage, un petit peu, mais on est au Moyen-Âge par rapport à l'Europe. Juste une anecdote sur le recyclage. Quand il y a eu l'arrêt des échanges avec la Chine envoie énormément de. Enfin, l'arrêt des échanges. La limitation des échanges avec la Chine. La Chine envoie énormément de marchandises aux États-Unis. Donc, envoie des conteneurs. Ce qui coûte cher, c'est un conteneur vide. Donc, comme les États-Unis envoient très peu de produits en Chine, qu'est-ce qui a été trouvé? Alors, je retrouve le nom de cette Chinoise. Il y a une Chinoise qui a monté un business qui a dit, moi, les déchets américains, je les prends. Donc, on a commencé à expédier des conteneurs remplis de déchets. C'est complètement fou, mais c'est comme ça, remplis de déchets et qui ont été retriés en Chine. Sauf que quand il y a eu la guerre commerciale entre la France entre les États-Unis et la Chine, le premier truc qu'ils ont dit, on a écoutez vos déchets, vous les gardez maintenant. Donc, résultat, on a un problème de déchets aux États-Unis qui est... Parce qu'ils ont rien pour faire le recyclage, ils n'ont aucune société et tout, et ils ont des déchets, donc en fait, ils mettent dans les décharges. Alors, mettre en lien un mail la personne qui s'occupe des assurances santé. Oui, on le mettra, il va être content. Pensez-vous que l'animation digitale pour les personnes âgées en établissement peut fonctionner ils sont tous morts. Aucune idée. Alors là, très honnêtement, c'est tellement pointu que la question, c'est pensez-vous que l'animation digitale pour les personnes âgées en établissement peut fonctionner en Floride? Peut-être, peut-être pas, mais je sais, il faudrait étudier le marché. Je ne sais pas si ça existe. Je ne connaissais même pas ça. Je ne connaissais pas le principe. Donc, alors, quel est le coût pour monter un dossier E2 avec vous et un avocat en immigration? Sur un dossier en E2, si j'interviens pour la vente de l'entreprise, je suis payé par le vendeur, puisque c'est du business brokerage. C'est le vendeur qui paye les commissions. Donc là-dessus, vous ne payez rien. Si je fais le business plan, je prends $2 500 pour le business plan et c'est tout. Alors, c'est tout. Je fais aussi du consulting dans ces $2 500. Mais globalement, $2 500, c'est le coût de ma prestation si ce n'est pas un rachat. L'avocat, ça dépendra de l'avocat. Les avocats prennent en général entre 6 500 et 8 000. Donc, j'allais dire que le budget visa, c'est à peu près 10 000, tout confond. Avocat plus business plan. Moi, je vais être très concret. Je ne travaille avec aucun consultant. C'est-à-dire, il y a un avocat, j'interviens, il n'y a pas d'avocat, je n'interviens pas. Pourquoi? Parce que les consultants que j'ai vus sont aussi chers que les avocats, sauf qu'ils ne sont pas avocats. Or, les gens ont fait 5 ans d'études pour devenir avocat, ce n'est pas pour rien. Donc, je travaille avec un certain nombre d'avocats. Il y en a certains avec qui j'ai plus d'atomes crochus que d'autres, en Floride particulièrement. J'aime bien qu'ils soient certifiés en immigration auprès du barreau de Floride, quand c'est en Floride. Donc, ceux que je recommande en général sont certifiés en immigration auprès du barreau de Floride. Est-ce qu'il y a un coût si le dossier est refusé? Le coût vous avez payé l'avocat. Vous avez payé l'avocat. On ne rembourse rien si le dossier est refusé. Par contre, normalement, systématiquement, on met une clause. Par contre, oui, si c'est un rachat, il y a une clause comme quoi vous n'allez pas au bout si il y a une clause suspensive d'obtention de visa. C'est-à-dire si demain vous portez acquéreur d'un business à 150 000, si vous n'obtenez pas le visa, vous récupérez ce que vous avez mis en déposit pour le business. Mais maintenant, tous les frais, ils sont payés. Est-il possible d'acheter un resto sans être cuisiné? Manager le service et gérer la salle, je ne dis pas que c'est impossible. Le seul problème, c'est que vous êtes... Alors, si c'est une pizzeria, c'est pas bien compliqué. Trouver un pizzaiolo, c'est pas nécessairement compliqué. Si c'est un resto avec une cuisine un petit peu haut de gamme française, je peux faire une liste du nombre de personnes que j'ai vu se planter. En gros, c'est très bien, vous allez avoir un chef et puis au bout de 15 jours, il va voir que vous ne savez pas cuisiner. Donc, il va commencer par vous demander une première augmentation, puis une deuxième. Et puis au bout d'un moment, on va dire non, mais je vais changer de chef. Et là, vous allez J'avais une connaissance comme ça. Il en était au 5e chef en l'espace de 10 mois.
Donc moi, personnellement, c'est typiquement le genre de dossier que je déconseille très fortement. Après, attention, encore une fois, on n'a pas la, Science infuse. c'est pas la science infuse, je veux dire, on ne présente pas détenir la vérité. Par contre, on a quand même une certaine expérience. Moi, très clairement, c'est le genre de truc que je décommande. Maintenant, peut-être que vous le ferez, peut-être que ça marchera. Et je ne pourrais pas être plus content pour vous que si je me suis trompé. Voilà, j'espère me tromper. Si vous êtes en France, un CAP de cuisinier, voilà. en 6 mois, c'est faisable. Ça serait. Les banques prêtent-elles de l'argent au niveau business? Alors, pas en E2. Les demandeurs de visa E2, c'est impossible d'avoir un visa. Alors, notre webcam est fixée sur le parasol, il y a du vent. Donc, si vous nous voyez bouger, c'est pour ça. Y a-t-il eu des refus pour des boulangeries-pâtisseries? Alors, clairement, pour des Américains, non, parce qu'on les fait passer par un organisme qui s'appelle SBA, qui garantit les prêts avec un certain nombre de critères. Mais par contre, ça ne marche pas pour les visas E2, c'est ça le problème. Un Américain, je lui trouverai un crédit, pas un Français. Nous allons devoir partir. Bye bye Maxime, à bientôt. On se reverra de toute façon. Dans les business de racheter les murs? Oui, quand ils sont à vendre. Alors, y a-t-il la possibilité dans les business de racheter les murs? Le problème, c'est quand ils sont à vendre. Ils sont très rarement à vendre. En fait, c'est souvent dans des malls. Vous allez avoir un landlord qui va être propriétaire de tout le mall. Il ne va pas vous vendre les murs. Après, c'est rare, c'est vraiment très rare. Alors là, encore une fois, je parle pour la Floride. C'est rare de voir des murs à la vente. Donc voilà le problème. Que faut-il pour créer un business rent-to-rent Airbnb? Faut-il créer une LLC? Oui, généralement, il faut créer une LLC. Airbnb, donc ça serait la location saisonnière. La location saisonnière, ça ne sera pas nécessairement. Oui, on peut obtenir un visa E2 dessus. Il faudra justement justifier que vous ayez du personnel, etc. Faut-il créer une LLC? Oui, mais ça peut être une corp. Ça peut être une LLC avec un statut S-corp. Il y a plein d'autres. La LLC, c'est quand même la base. Pour ce genre de choses, oui, il faut faire une LLC. Ne serait-ce que pour la protection juridique, parce que quand vous faites de la location Airbnb, généralement, il y a des piscines. Si demain, vous avez quelqu'un qui se noie dans votre piscine, vous ne serez peut-être pas mécontent d'avoir une responsabilité limitée. Donc oui, la LLC, la réponse, c'est oui. Comme il y a un risque de rejet de visa, est-ce que les types d'affaires sont de même qualité que ceux sans la clause suspensive? Alors, on va avoir des vendeurs qui vont refuser la clause suspensive. Moi, globalement, d'abord, j'ai jamais vendu de business où la clause suspensive a été refusée. La deuxième chose, on n'a jamais acheté des affaires de moindre qualité parce que visa E2. Non, on présente exactement les mêmes affaires qu'il y a visa E2 ou pas visa E2. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont, entre guillemets, vous le faire payer. C'est-à-dire, ils vont vous la payer un peu plus cher. Alors, ils peuvent vous faire payer le business un peu plus cher. Sinon, ce qu'il y a, c'est que vous peut être noté dans le contrat une indemnité. C'est-à-dire qu'il va avoir retiré son business pendant 3 mois du marché. Et ben, vous lui donnerez 3 mois de loyer. Ou voilà, il va négocier qu'il ne soit pas perdant. Ça peut se négocier, ça, où effectivement, bah d'accord, on met une clause suspensive de visa, mais si ils n'ont pas leur visa, vous avez une indemnité de 5 000, 10 000 $ à lui donner. Ça, c'est ce qu'on a négocié chaque fois qu'on a eu des cas où le vendeur nous a dit « Ah non, moi, je ne veux pas de visa E2 ». OK. Alors, vous ne voulez pas de visa E2. Mais si on met une clause par laquelle, si le visa E2 est refusé, il y a une indemnité, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ah, bon, quel niveau d'indemnité? Bon, bah, qu'est-ce que vous voudriez? Blablabla. Bla, 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 bla. Et en général, on arrive à quelque chose. Quand vous avez un budget de 150 000, il vaut toujours mieux donner une indemnité de 10 000 que 150 000. Bah, il y a un autre élément, c'est que ça fait quand même, on n'est pas nouveau en Floride, on n'est pas nouveau aux États-Unis. On est 1400 business brokers en Floride et je n'ai pas eu de rapport avec les 1400, mais j'ai eu des rapports quand même avec un certain nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, les plus gros, tous les plus gros. On est 1400 business brokers en Floride, mais on n'est qu'une centaine à faire plus de 5 ventes à l'année. Et on n'est qu'une cinquantaine à avoir ponctuellement, je ne l'ai pas eu tous les ans, mais le $1 million award, c'est-à-dire qu'on a vendu pour plus d'1 million de dollars de business à l'année. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon nom, il est quand même connu et que les gens, ils savent que quand j'ai des acheteurs Visa E2,
généralement, le visa est accepté. Alors, on est d'accord, on a eu 3 refus sur 150. Bon. Donc, globalement, le broker de la partie adverse, quand il va présenter à son vendeur, il va lui dire, voilà, on a une demande, mais le broker, c'est the French guy, parce que je suis souvent appelé comme ça, le French guy, il est connu, il fait beaucoup de visas E2, et voilà. Donc, ça fait partie du deal. Donc oui, on peut le payer des fois un petit peu plus cher ou on peut avoir. Mais par contre, acheter un business de moindre qualité parce que Visa E2, il y a quand même un détail. Hein, c'est que là, avec ce qui se passe aussi, si vous arrivez avec du cash, avec la situation actuelle, les Visa E2, ils vont peut-être être regardés différemment par les vendeurs aussi. Hein. Parce que les Américains, du cash, ils en ont plus. Et puis les banques, avec la situation, elles vont prêter beaucoup moins. Donc, ça peut être une opportunité. Voilà, alors même si on est cautionné par un Américain, ça je pense que c'est la question, ça se rattrape au financement. Même cautionné par un Américain, j'en sais rien, j'ai jamais eu le cas. Les Américains et les banques américaines étant assez souvent prêteurs sur gage, si vous avez un Américain qui a énormément de patrimoine, oui, ils prendront peut-être sa caution, ils vous feront peut-être le crédit. Mais là, j'ai 20 ans de banque. D'abord, la garantie ne devrait pas être la motivation du crédit, ça c'est dans un monde idéal. Ici, ça l'est quand même pas mal. Maintenant, c'est impossible de faire une réponse générale. C'est un plus. Sans caution, c'est pas la peine de demander. Avec une caution, on peut tenter le coup, mais c'est pas gagné non plus. Hein. Voilà, on est arrivé au bout des questions. Si vous avez encore 1 ou 2 minutes, si jamais vous n'avez pas posé la question que vous vouliez poser. Bon, il y a quand même déjà un certain nombre de personnes qui sont parties. Voilà. On a répondu à un maximum de questions. Si on n'a aucun diplôme dans un domaine particulier, mais avec... Oui, mais alors, si on n'a aucun diplôme dans un domaine particulier, mais avec 250 000 et ouvert à beaucoup de domaines, c'est possible. Oui, mais encore une fois, essayez quand même d'ici là de vous faire d'abord d'identifier ce que vous avez envie de faire. Parce que venir vivre aux États-Unis, c'est pas un but en soi. Vous allez passer énormément de temps au boulot. 10 heures par jour au boulot. Voilà. Alors, pas obligatoirement 10, mais vous allez passer beaucoup de temps au boulot. Je vais juste citer quelque chose. J'ai un couple d'amis qui avaient acheté, parce qu'on leur avait dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de s'en occuper, blablabla. Bla, 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 bla. Ils avaient acheté une laverie automatique. On leur avait dit, ça tourne tout seul, il n'y a pas besoin d'y être, etc. Résultat, il faut y être tout le temps, parce que si c'est du cash. C'est du cash, donc vos salariés, ils risquent de taper dans la caisse. Donc, il faut y être tout le temps. C'est tout le temps en panne, donc il faut être bricoleur. Et au final, moi, je me revois. Et les laveries automatiques, c'est généralement pas forcément dans les meilleurs quartiers. C'est en plus. Et donc, en fait, ils y étaient de 5 h du matin à 22 h, 7 jours sur 7. Et le couple a failli exploser. Donc, effectivement, ils étaient aux États-Unis, mais pas forcément happy. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment. Il faut avoir un projet professionnel aux États-Unis. Trouver quelque chose qui vous plaît aussi. Il ne faut pas que ce soit un projet aux États-Unis, il faut que ce soit un projet professionnel aux États-Unis. Et comme ça, vous limitez. Nous, notre but, c'est que nos clients vivent bien aux États-Unis. Notre but, c'est pas de faire 80 visas E2 par an. De toute façon, on en fait 15-20 par an et ça nous suffit. On a plein d'autres activités à côté, on l'a dit. Donc, le but, c'est pas d'en faire 15-20, c'est très bien, et on n'ira pas plus loin. Notre but, c'est que nos clients vivent bien aux États-Unis. On est en contact. Quand les clients ont validé avec nous, la plupart du temps, ils font partie d'un groupe qu'on appelle Entraide Objectif USA, qui est un groupe Facebook fermé. Il faut être client d'Objectif USA, avoir acheté un business par Objectif USA, avoir obtenu un visa par Objectif USA pour faire partie de ce groupe. Dans ce groupe, nos clients échangent entre eux, on échange avec eux. Alors là, ça a beaucoup échangé par rapport à la situation actuelle. Ils se disaient où acheter les masques, ou à quelle banque aller pour obtenir le crédit. Donc ça, ils ont beaucoup échangé entre eux. Nous, on assure un suivi derrière. Beaucoup de nos clients sont devenus des amis. Donc par rapport à ça, alors bon, pas actuellement parce que bon, on va dire que Covid est obligatoire, mais on fait 2 pique-niques par an
où on regroupe tout le monde, où tout le monde peut venir de toute la Floride. Donc, on le fait sur Orlando parce que c'est quand même assez central. Tout le monde vient et ils se rencontrent, ils se découvrent. Il y en a plusieurs qui travaillent dans le même domaine, donc ils échangent des bons plans ensemble, etc. Et puis, du coup, c'est vrai que ça fait une grande famille. On est moins tout seul, on vit les mêmes galères. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal. J'ai d'autres questions qui sont je vais juste Pascal qui dit il a pris en route. Je vais envoyer la vidéo. Donc parce que la réponse sur la durée, j'en ai parlé. Est-il possible d'acheter un e-business qui requiert des salariés? Oui. Alors, oui, un e-business qui requiert des salariés. Alors idéalement qu'il y en a déjà, hein, mais oui, oui. Oui, on peut, j'ai des exemples. J'ai pris en route, donc, était de 5 ans, maintenant 2 ans. Est-ce que ça risque encore changer? Bon, j'en ai parlé. Je milite pour que ça change. J'attends que les élections soient passées. Les élections américaines. Donc, je suis effectivement sur une liste pour les élections consulaires. Je vais m'impliquer à fond là-dedans. J'attends que les élections américaines soient passées, parce que ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit actuellement. Une fois que les élections américaines seront passées, si l'administration change, je vais faire en sorte et je vais militer très fortement auprès de l'administration française et entre autres notre député des Français de l'étranger qui est au Canada, qui couvre l'Amérique du Nord, qui est Roland Lefebvre, et je vais militer très fortement auprès de lui pour qu'on ait une initiative pour demander une révision de ce truc-là et au moins une adaptation d'un certain. J'ai un projet en tête bien précis. Bon, pour l'instant, clairement, malheureusement, on va attendre un peu. Combien de temps? Alors, bon, c'est la même question. Voilà. D'ici voilà. quelques mois, sortie. C'est la même question. Alors, combien de temps pour obtenir le visa E2? Alors, combien de temps pour obtenir le visa en jeu? En général, quand le dossier est bouclé, nos clients, ils ont la réponse en un mois. Hein. Le problème, souvent, c'est de trouver le business, de faire les due diligence, de faire l'acquisition, faire tout le truc. Mais en général, c'est moins d'un mois. Hein. Sera-t-il possible de venir à partir de cet été avec le Covid? Aucune idée. Vu la situation ici, moi, faites comme vous voulez, mais ça me paraît plus safe en France. Hein. Selon vous, y aura-t-il des baisses de prix de business post-Covid? Ça va dépendre il y aura moins de demandes. Il y aura certainement moins de demandes, donc il se peut qu'il y ait des baisses. Bon, là, des baisses de prix, là, encore une fois, on en refera en décembre et vous serez sous la neige et nous, on sera encore au soleil. Donc on vous torturera encore plus. Voilà. Oui, car 2 ans pour un business, ça fait court. Bah oui, vous l'avez dit, 2 ans pour un business, ça fait court. Je crois qu'on va arrêter là. Ça fait quand même, presque 2 heures. Donc, on a été beaucoup plus long que prévu. On est un peu mort sur notre programme. Voilà, donc en fait, on n'est pas bon du tout sur l'organisation. Parce que l'autre fois, on avait prévu 1h30, ça a duré 40 minutes. Et après, bon, il y a eu beaucoup de questions. Et là, cette fois, on a été beaucoup plus long sur la présentation. Bon, voilà. Le but, c'était de vous faire passer, merci Grégory, merci à tous, on va passer les merci. Le but, c'est de vous faire passer des messages. Prenez des cours d'anglais. Prenez des cours d'anglais. Vous êtes en France, vous avez la possibilité de suivre des cours de CAP financés par votre employeur, etc. Faites, profitez-en. Plus vous venez avec de l'expérience et un bon niveau d'anglais, plus ça sera facile. Voilà. Le truc, vraiment, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est faisable? Oui. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Et ben, il est soirée chez vous, là, il doit commencer oui, bonne soirée, bon appétit. À se faire tard. Nous, c'est l'heure du lunch, avec un peu de retard. Et à bientôt, peut-être ici. Sinon, on espère pouvoir peut-être faire une conférence, peut-être sur Paris, peut-être sur Lyon. Peut-être en novembre ou décembre. Donc peut-être Paris, peut-être Lyon, peut-être novembre ou décembre. Ça fait 3 peut-être. Vous serez informés. Voilà, ça dépendra aussi de notre ami Covid. Voilà. Je ne sais jamais où est le bouton End. Voilà, là. Le bouton End. Au revoir.